Donc, on va commencer la, la conférence. Donc, d'abord, bonjour à tous. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien et que tout le monde voit bien l'écran que je partage où il y aura les PowerPoint de la formation sur la show. Donc, comment va se dérouler la formation qui va durer plus ou moins 2 heures? C'est que on va d'abord présenter Ecobati, donc la société Ecobati. Je vais me présenter. Et puis après, on verra donc la fabrication de la chaux, comment on fabrique de la chaux, quelles sont ses qualités, et puis quelles sont ses applications dans le domaine de la construction du bâtiment. Donc, comme je répète, vos webcams sont désactivés. Donc, pourquoi? Comme ça me permet de ne pas avoir d'interférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat sur le côté. Et au fur et à mesure de l'exposé, je m'arrêterai pour lire vos questions et y répondre. Voilà, d'abord la formation vidéoconférence ici qu'on fait pour Ecobati est un peu particulier pourquoi? Parce que d'habitude, l'enseigne Ecobati, on propose des formations en atelier, où là, vous savez, par exemple, la formation à la chaux dure une journée complète, où là, vous avez d'abord le matin de la théorie, où on présente la chaux et tout ça, c'est ce qu'on va faire, et puis après l'après-midi, de la pratique en atelier. Ici, malheureusement, avec les conditions actuelles, les formations, on les a mis en stand-by. On espère pouvoir les recommencer rapidement, parce qu'on aime bien être proche de vous et pouvoir vraiment vous conseiller au mieux. Mais ici, voilà, on a mis en place une alternative. Vous allez voir que en 2 heures, on va déjà voir pas mal, mais par contre, on n'est pas aussi poussé qu'une formation qui va durer une journée. Donc ici, vraiment, si après vous voulez avoir plus d'infos, plus pointues et tout ça, n'hésitez pas à venir suivre nos formations ou revenir dans un de nos magasins. Alors les formations ici, moi je les enregistre, elles ne seront pas distribuées. Pourquoi? Parce que c'est notre savoir qu'on a et on préfère pas les mettre sur Internet. Après, vous pouvez avoir les PowerPoint. Donc si vous m'envoyez un mail à Kevin, donc Kevin, @ecobati.be, en me demandant les PowerPoint, je peux vous les envoyer. Certains bouts de la formation se retrouveront peut-être sur notre site, mais l'ensemble ne sera pas sur YouTube ou sur Internet. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire à d'autres formations. Donc, pour l'instant, on a mis 5-6 formations vidéoconférences en ligne sur différents sujets. Et la formation à la chaux va être redonnée dans 2-3 mois. Donc, si vous la ratez aujourd'hui, vous pourrez la revoir dans 2-3 mois. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je m'appelle Kevin Noël. Je m'occupe de tout ce qui est les formations, donc aussi bien argile, chaux, enduit stonate, dans les magasins. Donc, je travaille Ecobati Herstal. Maintenant, ça fait plus ou moins 9 ans que je travaille ici. Il faut savoir qu'Ecobati a été fondé il y a 32 ans par mon père. Il a fondé Ecobati parce qu'il voulait faire des produits naturels dans sa maison. Mais il s'est rendu compte qu'il y a 30 ans, les produits naturels étaient compliqués de trouver. Il y en avait un peu dans les pays nordiques, mais pas en Belgique ni en France. Et donc, il a voulu importer ces produits en se disant, voilà, je vais essayer d'amener ces savoirs en Belgique. Au début, il a commencé dans son garage, puis au fur et à mesure, ça a grandi, c'est ce qu'on va voir après. Et donc maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il ne travaille plus, qu'il a pris sa pension. Et c'est moi et mes 2 frères qui avons repris la société. Donc moi, je suis ici tous les jours à Ecobati Herstal, donc à Liège. Après, je me déplace un petit peu dans les autres magasins pour donner des formations. Mais si vous voulez vraiment m'avoir directement, il faut envoyer un mail à kevin@ecobati.be ou venir au magasin de Herstal. Après, vous verrez que les autres magasins proches de chez vous d'Ecobati donnent aussi des formations de très bonne qualité. Alors, Ecobati, si on doit résumer Ecobati, on le résume en ces 3 valeurs. Donc, c'est écologie, qualité, service. Donc, écologie, ça veut dire quoi? Pour nous, les produits qu'on essaye de vendre, on essaye de vendre des produits qui sont sains pour la personne qui va le placer. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je prends le cas d'un enduit à l'argile ou un enduit à la chaux, quand l'entrepreneur ou particulier le place, il ne faut pas qu'il y ait de nocivité pour lui, il ne faut pas que ce soit agressif pour les bronches ou des choses comme ça. Il faut qu'il soit sain pour l'entrepreneur ou la personne qui le place. Attendez, je coupe juste le téléphone.
Voilà. Et donc, il faut que le produit soit sain pour la personne qui va le placer, sain pour la personne qui va vivre avec. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un produit qui ne dégage pas grand-chose quand on le place, mais par contre, qui va dégager un petit peu pendant longtemps. Et donc là, la personne, les habitants dans le bâtiment vont être intoxiqués ou vont avoir des problèmes. Et aussi sain pour l'environnement. Donc, ça veut dire que pour fabriquer ce produit, il faut qu'il n'ait pas consommé trop d'énergie grise ou en fin de vie, il ne faut pas qu'il pollue l'environnement ou qu'il ait un impact sur l'écosystème ou sur les nappes phréatiques et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment comment on choisit nos produits dans l'enseigne Ecobati. On essaie vraiment de proposer des produits le plus naturels possible, le plus écologique, comme je viens de vous dire. Parfois, il y a des produits on doit trouver un peu d'alternative, mais ici, on essaie vraiment de trouver ce qui va correspondre le mieux à notre philosophie. Attendez juste un instant, parce qu'on essaye de sonner encore. Voilà, pardon, pour ce petit problème, normalement, là, c'est bloqué. Alors, deuxième valeur, c'est la qualité. Donc, on essaie vraiment de proposer des produits de qualité, des produits qui vont durer dans le temps. Ben, si on va voir la chaux, l'argile comme aujourd'hui, ben, c'est des produits qui vont être durables et donc on ne va pas devoir rechanger régulièrement. Ça, c'est important pour nous. C'est des produits qui vont avoir des performances, qui vont avoir une qualité et qui vont être de nouveau écologiques parce qu'on ne doit pas le changer régulièrement. Important aussi, on va bien le voir aujourd'hui, c'est d'être produits adaptés à certaines situations. On va vraiment voir qu'à des moments donnés, on va conseiller de la chaux et à des moments donnés, on va plus conseiller de l'argile ou même aussi du plâtre. Parce que chaque produit a ses qualités et ses faiblesses. C'est important d'en tenir compte. Moi, quand je suis au magasin et que je conseille les gens, souvent, je leur demande d'abord qu'est-ce que vous recherchez, pourquoi vous voulez mettre ça, et ainsi de suite. Une fois que je comprends vraiment la situation, j'essaie de proposer le produit le plus adapté. Et parfois, c'est du plâtre, simplement, c'est pas de la chaux ou de l'argile. Alors, la troisième valeur, c'est le service. Donc, on essaie vraiment d'être à la disposition des clients. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Donc, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander, nous redemander. Quand vous appliquez un enduit ou un produit, une peinture, et qu'il y a des petits soucis ou des choses qui ne se passent pas comme vous pensez, téléphonez-nous, revenez en magasin, expliquez-nous, et nous, on est là vraiment pour vous accompagner pendant tout votre chantier. On encadre souvent des autoconstructeurs, donc des gens qui veulent faire une grosse rénovation et qui veulent savoir comment mieux le faire. On le fait, c'est gratuit, on conseille nos clients. Donc, c'est vraiment l'aspect qualité-service est très important. Alors, Ecobati, comme je l'ai dit, c'est 32 ans d'expérience. Et maintenant, c'est 51 personnes qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs magasins. Donc, il y a Ecobati Herstal, qui est le siège mère, où là, mon père a créé la société, comme j'ai dit, il a créé il y a 32 ans dans son garage. Et maintenant, on est 11 magasins. Donc, on est 8 magasins en Belgique et 3 en France. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans votre magasin qui est le plus proche de chez vous, parce que les modules, par exemple, de formation sont communs à tous les magasins et les modules de connaissances sont les mêmes. Après, chaque magasin est un peu différent parce que c'est chaque fois des personnes différentes qui y sont et qui conseillent de leur façon. Mais voilà, la ligne conduite est la même. Voilà un peu pour Ecobati. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, donc, on va parler sur la vidéoconférence sur la chaux. Donc, la chaux, nous, on l'a intitulé « Le lien entre le passé, le présent et le futur ». Donc, ici, tout mot est important. Donc, le liant, déjà, la chaux, c'est quoi? C'est un liant. Ça veut dire que la chaux pure, vous ne savez rien en faire. Il faut l'utiliser avec quelque chose d'autre. Donc, par exemple, si on prend du sable, la chaux, c'est ce qui va coller les différents grains de sable entre eux. Donc, une chaux pure, vous ne savez pas en faire grand-chose. Même une peinture, il va falloir l'utiliser avec autre chose. Donc, la chaux, c'est d'abord un liant. On va le voir un petit peu plus après en détail. Du passé, le passé, comme vous savez, avant le ciment, c'était quoi le ciment de il y a jusqu'à 50, 100 ans? C'était de la chaux. Donc, quand vous regardez une maison qui a plus de 100 ans, c'est obligatoirement de la chaux qui avait été utilisée ou de l'argile. Il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas de plâtre vraiment.
Il y avait un dérivé de plâtre qui s'appelait le plâtre de Portland, mais je veux dire, comme on le connaît maintenant, il n'y avait pas ça. Et donc, c'est vraiment un produit que quand vous rachetez une vieille maison, ben, vous avez eu de la chaux, vous avez de la chaux. C'est des produits, vous regardez les châteaux forts qui ont 500 ans ou même plus, ben, ils sont toujours debout parce qu'ils sont faits à la chaux. On va le voir pourquoi après. Vous avez des routes romaines qui ont, je sais pas moi, 1000 ans ou même plus. De 1000 ans, et là, elles sont intactes ou elles sont encore utilisées. Par contre, vous avez des routes, en Belgique, on connaît bien ça, des routes asphaltées qui ont des gros trous, qui sont fort abîmés, et on va le voir pourquoi après, dans un cas et dans l'autre, ça a des avantages. Le présent, ben, c'est des produits qu'on utilise toujours maintenant régulièrement. Nous, il faut savoir qu'on vend de plus en plus de chaux, les gens y reviennent beaucoup, et donc ça rejoint un petit peu le futur, le fait que, ben, oui, on y retourne vraiment beaucoup à la chaux, on refait des bâtiments, des vieilles fermes, où là, on a des gens qui viennent et qui nous disent, j'ai acheté une vieille ferme qui est faite à la chaux, mais on a mis plein de plâtre dessus. Ben, souvent, on leur dit, redémarrez, enlevez votre plâtre, redémarrez quelque chose de sain, et donc vraiment, c'est un produit qui a de l'avenir. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, la chaux, ben, jusqu'à il y a 50 ans, 100 ans, c'est plutôt il y a 50 ans, on faisait presque que à la chaux. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement? C'est en fait la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été plus ou moins détruite, plein de bâtiments étaient détruits, et donc là, il nous fallait quelque chose qui aille vite, où on puisse reconstruire rapidement. L'inconvénient de la chaux, on va le voir, c'est qu'elle prend plus lentement. Ça veut dire que pour avoir sa dureté, la chaux, elle va mettre 90 jours. Le plâtre, le ciment, pardon, il va avoir sa dureté après 28 jours. Et donc, quand vous montez une maison avec des briques ou des blocs, ben, la chaux, vous allez monter 4-5 lignes, arrêter le temps que ça sèche, et puis remonter la suite, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas aller très vite. Que comme le ciment, il a une prise beaucoup plus rapide, on peut aller beaucoup plus vite, et donc on a dû reconstruire l'Europe rapidement, faire des bâtiments rapidement, et donc on a dû utiliser un ciment, un produit qui allait plus vite. C'est pour ça qu'on a perdu tout à un moment donné la chaux, mais qu'on y revient assez vite. Alors, pour comprendre la chaux, ben, il faut d'abord savoir ce que c'est. En fait, c'est quoi un enduit à la chaux? C'est quoi de la chaux? C'est de base, c'est de la pierre calcaire. Donc, comme on le voit ici, où il y en a en Belgique et en France, ben, vous avez des roches, des carrières qui sont faites de roches calcaires, où là, on va aller gratter, enlever cette roche. Avec cette roche, on en fait des cailloux comme ceci. Ce qu'il va faire, c'est que dans cette roche, on le voit, vous avez des endroits où la chaux, la pierre calcaire est pure, et il y a des endroits où vous avez en fait de l'argile qui va avec ou d'autres sédiments. Ça va être important pour la suite. Ça veut dire que si vous avez une chaux, une calcaire pure, donc quand on dit pure, on va dire entre 90 et 100% de calcaire, le reste c'est des sédiments ou de l'argile. Là, à partir de là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire une chaux aérienne qu'on appelle. On va voir après par la suite ce que c'est une chaux aérienne, mais retenez juste ça. Donc si vous avez une chaux pure, sans argile ou presque pas d'argile, vous obtenez une chaux aérienne. Si on a une chaux avec de l'argile dedans, donc on voit ici sur la photo où on a de l'argile, des sédiments d'argile, on va faire une chaux hydraulique avec. Donc ça veut dire que dans une chaux hydraulique, vous avez entre 10% et 25% d'argile dedans. Donc vous n'avez plus que de la chaux, vous avez un mélange argile et chaux. Après, on va moins en tenir compte, mais plus vous allez vers une terre argileuse, ben plus on fait de l'argile avec. Et donc, on peut voir qu'un ciment de Portland, ben c'est à moitié de l'argile et à moitié de la chaux. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. On va vraiment s'attarder au fait qu'on a soit une chaux aérienne, qui est de l'argile pure, ou presque pure, à 95%, soit une chaux avec de l'argile à 10%, 20, 25%, et là, on a une chaux hydraulique. Ça va être important pour la suite. Une fois qu'on a donc cette roche-ci qu'on a enlevée de la carrière, voilà, et on est ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va la cuire, en fait, cette chaux. Pourquoi? Parce que cette pierre calcaire, qui n'est pas de la chaux, pardon, au début, donc cette pierre calcaire, quand on va la chauffer, on va lui enlever
toute son eau de la chaux, de la pierre calcaire. On va voir après dans le schéma par rapport à la formule chimique. Donc, on la sèche et on lui enlève toute l'eau qu'il a à l'intérieur. Là, quand on a cuit cette chaux, cette pierre calcaire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une chaux vive, qu'on appelle. Donc, il faut savoir qu'une chaux vive, elle n'est plus commercialisée. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, le seul but de la chaux vive, c'est de reprendre de l'eau pour redevenir en fait quelque chose de stable. Du point de vue chimie, c'est que ça doit redevenir quelque chose de stable. Et donc, son but, c'est de retrouver de l'eau pour refaire une réaction chimique. Et donc, le problème, c'est que quand vous prenez sur votre main de la chaux, la chaux vive, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tirer toute l'eau de votre peau pour pouvoir faire une réaction chimique. Et donc là, on a des brûlures chimiques qui sont très graves. C'est pour ça qu'avant, quand ils utilisaient de la chaux vive, qu'ils faisaient ça eux-mêmes ou de manière très artisanale, c'était très dangereux parce que vous en aviez une projection dans les yeux, vous perdez la vue. Vous avez une brûlure sur les bras, c'était très grave. Et donc maintenant, on ne fait plus de chaux vive. Il n'y a plus que les agriculteurs qui utilisent la chaux vive, mais commercialement, je veux dire, vous n'en trouverez pas. Nous, on n'en commercialise pas parce que c'est trop dangereux. Alors, une fois qu'on a cette chaux vive, on va l'éteindre. Ça veut dire quoi? On le voit ici. C'est qu'on va en fait, pulvériser de l'eau dessus pour pouvoir l'éteindre et pour avoir une formulation, un produit qui est stable, où on peut manipuler. Mais on ne va pas lui mettre énormément d'eau. Ça veut dire qu'il n'a pas son process fini par rapport à sa réaction chimique, par rapport à sa stabilité. Et donc, il va devoir après rechercher encore de l'eau, mais il est assez stable pour être manipulable. Ça va? Donc, on lui met de l'eau dessus, on pulvérise de l'eau, et on a quelque chose qui est stable, mais qui n'est pas totalement fini. On le broie, et puis on obtient en fait une chaux hydraulique ou une chaux aérienne. De nouveau, tout dépend de la pureté de la chaux, de la pierre calcaire qu'on a au début. Ça va? Donc, de base, on a une carrière, on retire une pierre calcaire. Si on a une pierre presque pure, on l'éteint, donc on obtient une chaux vive, on la mouille, on obtient une chaux aérienne. Si on a une roche calcaire avec 10 à 25% d'argile dedans, on la cuit, on obtient une chaux vive aussi, on l'éteint, mais on obtient une chaux hydraulique. Alors, si vous avez des questions ou si ce n'est pas clair, n'hésitez pas sur le côté. Alors, par rapport à sa réaction chimique, donc de base, quand on extrait la pierre de la roche d'une carrière, on obtient en fait une pierre calcaire qui a cette réaction, qui a cette formule chimique. On va la cuire. Ce qui se passe, c'est que le CO2 va s'en aller de cette pierre calcaire. Et donc, on obtient en fait la formule CaO, qui est une chaux vive. Comme je vous ai dit, cette chaux, le but, c'est de revenir à sa stabilité. Donc, son but, c'est de retrouver de l'eau. Et de nouveau, comme j'ai dit, si elle la retrouve où elle peut. C'est-à-dire que si vous la mouillez, il n'y a pas de problème. Si c'est votre peau, elle va la brûler. On va l'éteindre avec du H2O, donc de l'eau. On va pulvériser de l'eau et on obtient en fait une chaux, hydrate de chaux. Donc ça veut dire que c'est une chaux qui est stable, qu'on peut manipuler, mais qui n'est pas finie. Ça veut dire que dans son process chimique, il n'est pas fini. Pour être fini, il doit en fait revenir, là on le voit, il doit reprendre du CO2 pour redevenir en fait un process fini, un produit stable. Et donc, quand on va le mettre au mur, donc l'enduit à la chaux, donc là on l'utilise, on le met au mur, on maçonne, il va reprendre du CO2, donc on appelle la carbonatation, donc la chaux redevient dure et elle redevient une pierre calcaire. Donc ça veut dire que le CO2 qu'elle a rejeté dans l'atmosphère est récupéré à la fin et donc elle a un bilan neutre par rapport à son CO2. Avec la cuisson, par contre, qui va utiliser, qui va avoir un impact sur l'écologie parce que là, on doit cuire et donc chauffer à haute température. Il faut juste savoir que la chaux est chauffée entre 900 et 1000 degrés. Un ciment ou un plâtre, on est plutôt dans les 1500 degrés, donc on est quand même sur un process plus élevé.
Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la chose, c'est que c'est une roche de base qu'on va cuire, on va lui enlever son CO2, on obtient une chaux vive qu'on n'utilisera pas, qu'on va éteindre. Là, on a quelque chose qui est manipulable, qu'on sait utiliser, et qu'elle va réutiliser du CO2 pour redevenir en fait une pierre calcaire. Donc au final, la chaux, ça redevient de la pierre. Donc ça redevient dur comme de la pierre. C'est pour ça que vous avez des châteaux qui ont 1000 ans ou 500 ans ou même plus, qui sont toujours intacts parce qu'en fait, c'est devenu de la pierre. Donc vous avez des châteaux en pierre totalement. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Ok, parfait, merci. Alors, donc comme je vous ai dit, on a deux types de chaux. Donc on a la chaux aérienne et la chaux hydraulique qui va dépendre en fait de la pureté de la chaux au début. Donc on a deux types de chaux aériennes. Donc une chaux aérienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va faire sa prise avec l'air. Donc on va voir la chaux hydraulique, elle va faire sa prise avec l'eau. Donc une chaux aérienne, ça veut dire que vous avez vous pouvez la retrouver en deux conditionnements différents. C'est soit vous avez une chaux aérienne en poudre, soit vous avez une chaux aérienne en pâte. Ça veut dire que quand vous allez faire le process, donc on l'extrait, on regarde dans la qualité de la pierre calcaire, c'est une calcaire pure, presque pure, on la cuit, on obtient une chaux vive pour faire une chaux aérienne. Pour l'éteindre, on a deux process. Soit on pulvérise de l'eau dessus et on obtient une chaux qui est stabilisée mais qui reste en poudre, ou soit on la baigne dans des grandes cuves d'eau et là on va obtenir une chaux en pâte qu'on appelle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très pâteux qui va être qui va être stable, mais qui va savoir terminer son process qu'en étant avec de l'air. Donc ça veut dire que cette chaux en pâte, une fois que vous l'avez, quand elle baigne, il n'y a pas de problème. Et puis une fois que vous la mettez avec l'air, ben là, elle va commencer à faire sa carbonatation et elle va redevenir du calcaire. Donc elle va redevenir de la pierre. Tant que la chaux aérienne n'est pas en contact avec l'air, elle ne fera pas sa prise, que ce soit en poudre ou en pâte. Alors, quelle va être l'utilité d'une chaux aérienne en poudre et quelle va être l'utilité d'une chaux aérienne en pâte? Il faut savoir que la chaux aérienne, comme elle fait sa prise avec l'air, c'est pas quelque chose qu'on va travailler en grosse épaisseur. Ça veut dire que si par exemple je remaçonne, je monte un mur en pierre avec de la chaux aérienne, je mets, le problème c'est que mes joints de pierre ils vont faire peut-être 10 cm. Donc pour que l'air passe, que le CO2 passe jusqu'au milieu de mon joint, ben, il va peut-être falloir 5 ans, 6 ans parce que ça doit passer tout. Et donc là, ça va prendre du temps en fait à la chaux aérienne de prendre sa dureté. Et donc, on ne saura pas monter vite son mur. Donc la chaux aérienne, on va la mettre qu'en fine épaisseur parce que comme elle doit faire sa prise avec l'air, elle ne peut pas mettre en grosse épaisseur, sinon ça va prendre trop de temps pour sécher. Alors je lis juste une question. Pour travailler avec la chaux en pâte, il faut aussi ajouter du sable. Alors oui, donc comme je vous ai dit de base, la chaux n'est qu'un liant. Donc de base, vous ne savez rien en faire. Ça veut dire qu'il faut la rajouter avec quelque chose pour pouvoir faire une charge, pour pouvoir faire quelque chose de stable. Ça veut dire que si par exemple vous travaillez avec une peinture, si vous mettez juste de la chaux, vous allez avoir quelque chose qui va s'effriter assez fort et qui va se laver, donc s'il pleut dessus ou si vous le nettoyez, qui va s'enlever rapidement. Si par contre vous le mettez avec un sable très fin, parce que si on veut faire une peinture très fine, si on le rajoute avec du sable très fin, donc on appelle de la poudre de marbre ou un sable en micron, on va parler, là on va avoir quelque chose qui va être solide et qui va durer plus longtemps. On va pouvoir mettre à l'extérieur et qui ne va pas s'enlever ni rien. Alors, donc par rapport à la chaux en pâte et la chaux en poudre, donc de la chaux aérienne, on parle toujours. Quelle va être la différence? C'est que si vous voulez, quand vous mettez une chaux en pâte, donc quand vous la jetez dans de l'eau et que vous la laissez baigner pendant, on dit en moyenne, entre 6 mois et même 1 an ou 2 avant de vous la vendre. On a des chaux, par exemple la chaux de Pozzonovo, qui est une chaux en pâte, elle a 2 ans, 1 an sans problème. Là, si vous voulez, la chaux a eu le temps de vraiment faire ses liaisons moléculaires et d'avoir quelque chose qui est vraiment très onctueux,
très fluide, très facile à appliquer, qui va bien être élastique. Quand on a une chaux aérienne où on a éteint juste en pulvérisant de l'eau, ben, si vous voulez, elle a vite fait une réaction et puis c'est tout. Et donc, on a souvent des gens qui lisent sur Internet ben, pour faire votre peinture à la chaux, utilisez une chaux aérienne Super Calco 90, par exemple, qu'on voit aussi. Ben, là, ils vont avoir une peinture qui va un peu s'effriter, qui va être un peu plus difficile à mettre qu'une chaux aérienne. Quand les gens partent d'une chaux Super Calco et puis qui nous disent oui, ça va pas trop, est-ce que je peux essayer votre chaux en pâte? Là, ils voient directement la différence. C'est très onctueux, ça se met facilement, ça ne sèche pas vite. Donc, c'est vraiment un produit très agréable à travailler. Donc, comme je vous ai dit, dans les chaux aériennes, vous avez la CL90, c'est celle qu'on commercialise. Les autres, on ne les commercialise pas parce qu'elles sont de moins bonne qualité. Après, pour un sac de CL90 Super Calco, en 25 kg, il faut compter plus ou moins 16-17 euros. Donc, c'est pas très cher, surtout qu'on va la mélanger avec du sable ou avec autre chose. Donc, comme je vous ai dit, vous avez deux types de chaux aériennes. Une en poudre qui est éteinte rapidement de manière industrielle, on pulvérise de l'eau. Et puis, vous avez une chaux aérienne en pâte, où là, c'est plus artisanal, où on a une chaux vive qui est plongée dans de l'eau entre 6 mois et 1 an. Et comme je le disais, la structure moléculaire entre la chaux en pâte et la poudre est très différente, parce que la chaux en pâte, elle a eu le temps de se former, les liaisons et tout ça, on a quelque chose de plus stable et plus agréable à travailler. Pour la chaux aérienne, ça va, c'est clair pour tout le monde? Ok, parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, par rapport à la chaux hydraulique, donc ici, on a une pierre calcaire, mais on n'a pas que une pierre calcaire, on a des minéraux argileux. Donc, comme je vous rappelle ici, ici, on est sur cette partie-là, donc on est sur entre 10 et 25% d'argile. Donc, c'est un mélange pierre calcaire et de l'argile, des minéraux argileux. Alors, donc comme je vous ai dit, la pierre calcaire, la chaux hydraulique, elle contient de l'argile en même temps, ce qui va faire que sa prise, donc quand on va la cuire, donc de nouveau on enlève de la roche, on regarde si on a une chaux pas pure et donc on a des pourcentages d'argile dedans, on la cuit, on obtient une chaux vive, on l'éteint en pulvérisant de l'eau, et là, cette chaux-là, due à son argile qui est à l'intérieur, ne va pas faire sa prise avec l'air, mais elle va faire sa prise avec l'eau. Donc, ça veut dire que là, vous allez avoir des sacs de poudre. Vous pouvez la mettre à l'air, elle ne va pas faire sa prise. Par contre, dès que vous rajoutez de l'eau, elle va commencer à faire sa prise, elle va commencer à devenir dure. Et donc là, on a quelque chose qui ressemble plus au ciment. Ça veut dire que là, on va utiliser plutôt pour monter des maisons. Donc, ça veut dire qu'on va mélanger, je reviens tantôt, mon cas avec ma chaux aérienne, je veux monter un mur en briques, en bloc ou en pierre, avec de la chaux hydraulique. Je fais mon mortier, je le mets en 1 cm sur 10 cm. Là, même au milieu, ça va faire sa carbonatation, ça va redevenir dur parce qu'au milieu, il y a de l'eau. Et comme ça fait sa prise avec l'eau, il n'y a pas de problème. Que comme je l'ai dit, la chaux aérienne, si vous faites un gros joint, il faut que l'air passe jusqu'à ce joint. Et donc là, ça prend du temps. Alors, je lis juste une question. Pour mettre à l'intérieur sur les murs d'une cave, un peu humide, chaux aérienne, en pâte. Oui, c'est parfait. Là, donc pour une cave, on va le voir plus tard dans les cas de figure, mais pour une peinture, donc quelque chose de fin, on va plutôt utiliser une chaux aérienne. Pourquoi? Parce que comme elle a sa prise directement avec l'air, comme c'est très fin, c'est une prise qui va se faire assez rapidement, et on a un produit en fait qui est plus onctueux, qui est plus facile à travailler. Ça va? La chaux hydraulique va plutôt être utilisée pour du gros travail, maçonner, remonter des murs en bloc, refaire des enduits, c'est ce qu'on va voir après. Et donc la chaux hydraulique, elle a une dureté qui devient très dure, comme du ciment si vous voulez, mais c'est juste ce qu'il faut bien tenir en compte, c'est qu'elle a sa dureté finale après 90 jours. Donc si je prends le cas de figure, par exemple, je veux construire une maison sur une dalle à la chaux, c'est possible. Si je fais une dalle en ciment, après 10 jours ou 15 jours, je peux monter ma maison dessus parce que elle a déjà, ma dalle au ciment, elle a déjà sa dureté après 10 à 15 jours. Sa dureté finale est après 28 jours, mais sa dureté pour pouvoir soutenir une maison, c'est suffisant.
Par contre, une dalle à la chaux, ça va peut-être mettre 3-4 mois avant d'avoir sa dureté finale. Ou non, plutôt 2 mois, excusez-moi, 2 mois parce que c'est après 90 jours qu'il a sa dureté finale. Donc ça, c'est ça qu'il faut tenir en compte. C'est juste que la chaux hydraulique va avoir la même dureté que le ciment, mais elle va mettre plus longtemps. Alors, dans les chaux hydrauliques, vous avez différents types de chaux hydrauliques. Donc, vous avez en fait l'abréviation NHL, c'est Natural Hydraulique. C'est que vous avez, ça c'est un label, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est protégé. Si vous avez sur un sac que vous trouvez dans un commerce NHL, c'est une chaux 100% naturelle. Il n'y a pas d'additif. On va voir qu'après, on peut avoir des autres abréviations, mais qui ne sont pas alors des choses 100% pures. Quand on dit 100% pur, c'est bien sûr, comme on a dit de base, c'est une pierre calcaire avec de l'argile. Alors, vous avez après NHL5, NHL3,5, NHL2. Ça veut dire que plus vous descendez, donc plus vous descendez, moins vous avez d'argile dans la composition. Donc, ça veut dire que, comme je vous avais dit, c'est entre 10 et 25% de terre argileuse dedans. Si ici vous avez 10%, on sera ici sur NHL2. Si on a 25% d'argile, on a plutôt NHL5. Qu'est-ce que ça va jouer sur vous, sur vos chantiers? Ça va juste jouer sur le temps de prise en fait. Ça veut dire que la NHL5, elle va prendre plus rapidement qu'une HL 3,5 ou qu'une 2. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, plus on descend dans les NHL, moins on a d'argile, et donc plus on se rapproche d'une chaux aérienne. Et donc, la caractéristique de la chaux aérienne, c'est qu'elle a sa prise lente avec l'air. Et donc ici, si on a une dalle à la chaux en NHL2, elle va prendre plus longtemps avant de sécher qu'une NHL5. Donc ça va avoir un impact sur l'utilisation. Si par exemple j'ai un client qui rentre et qui me dit au magasin, j'aimerais bien remaçonner un mur à l'ancienne, à la chaux. Je vais lui dire plutôt, faites plutôt avec une NHL5, parce que là, vous aurez quelque chose qui va être un peu plus rapide à sa prise, et donc vous allez savoir monter vos murs plus rapidement. Si par contre il me dit j'ai le temps, moi ça ne me dérange pas, vous pouvez partir sur une NHL2, c'est juste que ça va sécher moins rapidement, ça va avoir sa dureté moins rapide. Si par contre j'ai un autre client qui vient et qui me dit je veux faire un enduit à la chaux d'1 centimètre sur mon mur, mais je ne suis pas très bon, je n'ai pas l'habitude de travailler. Je vais lui dire plutôt, allez plutôt vers une NHL2. Pourquoi? Parce que quand vous allez préparer votre mélange, votre mélange il va se garder plus longtemps dans votre tin. Quand vous allez l'appliquer au mur, il va sécher moins rapidement et donc vous allez avoir plus de temps pour le travailler. Qu'une NHL5, elle a un temps de prise plus rapide. Et donc, vous allez peut-être mettre, si je schématise, parce que ça dépend de la température ambiante, l'air climat, l'air humide ambiante, mais si je fais mon mur ici derrière, par exemple, de ma pièce, avec une NHL5, j'ai peut-être 2 heures pour la retravailler. Donc, pour la lisser, j'ai 2 heures. Par contre, pour une NHL2, je vais peut-être avoir 4 heures. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui va être plus facile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Ça va? Au final, après, ils ont plus ou moins la même dureté au final. Alors, ici, on va voir qu'on a des autres produits. Donc, on a des mélanges, des NHLZ. Donc, ça, c'est des chaux aériennes hydrauliques, mais avec du ciment. Nous, ce n'est pas un produit qu'on commercialise. Hein. Pourquoi? Parce que la chaux a les qualités qu'on va voir après. Pour nous, ça ne sert à rien de rajouter du ciment. Les gens qui rajoutent du ciment, c'est souvent les maçons traditionnels. Pourquoi? Pour avoir une dureté plus rapide, pour avoir un produit qui se travaille plus rapidement, et ainsi de suite, pour travailler quelque chose qui ressemble plus à du ciment. Mais moi, je ne vois pas spécialement l'utilité. Et alors, on a aussi des autres, des HL. Donc, ce n'est pas des naturels, donc ce n'est pas 100% de la chaux, mais ça va être avec des additifs. Par contre, là, nous, on a une HL5 qui s'appelle le Trascalc, qui a en fait une NHL5, donc c'est de la chaux hydraulique 5, mais où on a rajouté de la pouzzolane. Donc la pouzzolane, c'est une roche volcanique. Le fait d'avoir une roche volcanique permet d'avoir un produit qui sèche un peu plus vite et qui fait diminuer son coût. Donc si je prends l'exemple
d'une NHL5, vous allez être sur un prix pour 25 kg, on est plus ou moins sur 16 euros. Une HL5, on va plutôt être sur 9 euros. Donc ici, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Quand vous avez 2, 3 sacs, une NHL5 est très bien. Quand par contre, on a des gens qui doivent couler une dalle de béton, souvent le prix va jouer là-dessus. Donc ici, on schématise un peu, on résume un petit peu la différence entre un chaux et un ciment. Donc la chaux, on a une cuisson qui va être moins élevée que du ciment. On est sur une chaux calcaire, donc soit pure, si c'est ou presque pure pour de l'aérienne, ou avec de l'argile. Ici, on est sur un pourcentage d'argile beaucoup plus élevé. On a une prise plus lente, on a une prise plus rapide. Et donc ici, on est sur de base, on est sur une chaux vive qu'on va éteindre. Et dans son process, il reprend en fait le CO2 qu'il a rejeté au début. Donc c'est un cercle un peu neutre. C'est juste qu'ici, on a consommé de l'énergie grise. Alors, on va voir un petit peu l'utilisation de la chaux dans le patrimoine, dans nos différents bâtiments et ce qu'on peut en faire. Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi choisir de la chaux. Donc ici, on a déjà vu tout le process et on a vu que déjà, point de vue écologique, ça a un avantage comparé à du ciment. Alors, monsieur me demande pour une dalle chaux chanvre plutôt du HL5 ou du NHL5. On va parler d'une dalle de chaux chanvre après, donc je retiens votre question et je répondrai tantôt. Alors, pourquoi utiliser plutôt de la chaux que du ciment? Déjà, c'est la première question qu'il faut se poser. Déjà, point de vue écologique, mais en plus, la chaux, on a un produit qu'on appelle perspirant. Ça veut dire quoi, perspirant? Ça veut dire qu'il a la capacité d'être traversé par la vapeur d'eau. Donc, ça veut dire quoi concrètement? J'ai mon mur ici, qui est mon mur de cave. Je prends le cas d'une cave. J'ai plein d'eau qui vient de ce mur, ou j'ai de l'humidité qui vient régulièrement. Si je plafonne avec du ciment, ce qui se passe, c'est que le ciment ne sait jamais être traversé par la vapeur. C'est vraiment une barrière à la vapeur. Et donc, toute l'eau qui est derrière, elle ne sait pas sécher. Parce que si la vapeur d'eau, donc l'eau se transforme en vapeur d'eau et permet de sécher, la quantité d'eau diminue derrière. Par contre, là, si on a produit une barrière, l'eau derrière ne s'en va pas et justement, même, elle devient de plus en plus en grande quantité. Ce qui se passe, c'est que souvent dans les caves, on a le plafonnage qui s'enlève, qui craque, ou l'eau qui pousse un peu plus loin ou qui remonte plus haut. Et là, on a un produit qui n'est pas respirant. Par contre, vous plafonnez à la chaux, là, vous avez quelque chose qui ne laisse pas passer l'eau. Donc, attention qu'elle est étanche à l'eau. Par contre, la vapeur d'eau peut passer à travers, ce qui permet à l'enduit, au mur de sécher à travers l'enduit. Et ça, c'est souvent, visible quand on rachète une vieille ferme, qu'on avait des murs à la chaux, et puis on vient mettre du plâtre. Donc là, il n'y avait pas de problème d'humidité quand on avait les murs à nu. On vient mettre une grosse couche de plâtre, et puis là, on voit le plâtre qui s'enlève, qui tombe, ou des choses comme ça, et là, on remarque des problèmes d'humidité. Parce qu'avant, on avait quelque chose où la vapeur dans les joints pouvait s'en aller, le mur était respirant, qu'on appelle. Que quand on met quelque chose qui bloque l'humidité, on a quelque chose qui ne devient plus respirant, et donc l'eau, elle pousse, et à un moment donné, ça tombe. Si on regarde ici, par exemple, la perméabilité à la vapeur d'eau, donc ça veut dire la capacité à la vapeur de traverser un produit, donc un corps, donc ça c'est valable pour tout, donc ça se calcule pour l'isolant, pour les peintures, pour ainsi de suite. Donc la chaux, on est sur une perméabilité à la vapeur de 9 à 15, c'est une valeur de 9 à 13, pardon, qui est très faible. Si on prend par exemple le ciment, on est plus ou moins sur 50 000. Comment ça se calcule, ceci? Alors, c'est pas facile. Ça se calcule, en fait, c'est le temps que met une vapeur d'eau pour traverser un mur d'air. Donc, ça veut dire, je prends l'exemple, je me mets face à... Je suis ici, je produis de la vapeur d'eau. Donc, je s'ouvre, j'ai de la vapeur d'eau. Si vous voulez, elle va mettre un certain temps, si je mets une vitre ici devant moi, elle va mettre un certain temps pour atteindre ma vitre. Elle va mettre un temps de 1 pour traverser 1 mètre d'air.
la chaux, elle va mettre 8 secondes, si vous voulez, on va traduire ça en secondes, c'est pas des secondes, mais voilà, elle va mettre 8 fois plus de temps pour traverser, pour arriver à ma fenêtre. Mais elle va savoir aller à ma fenêtre. Par contre, mon ciment, il va considérer à 50 000. Donc, ça veut dire que ça va presque 1 an pour atteindre, en fait, ma fenêtre. Et donc, la vapeur d'eau ne traverse presque jamais le ciment. C'est pour ça que quand vous faites un plafonnage au ciment sur un mur humide, ben, la vapeur qui est dedans, qui est dans votre mur, il va mettre 1 an pour le traverser. Que par contre, à la chaux, il va mettre presque pas de temps. Il va mettre peut-être une journée pour le traverser. Et donc là, on a un mur qu'on appelle perspirant. Donc, on a un enduit perspirant où la vapeur peut le traverser. J'espère que c'est clair parce que c'est un peu compliqué à expliquer ces valeurs-là. Alors, j'ai une question. Si on veut simplement refaire la peinture de mur humide d'une cave, on peut aussi utiliser une peinture à la chaux? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez mettre une peinture à la chaux sur vos murs et comme ça, vous gardez un truc respirant. J'y reviendrai après, on verra des photos. Alors, ça va réguler l'effet, donc c'est un effet hygrométrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que les pores de la chaux sont très ouverts à la vapeur, comme on vient de dire, mais ça va dans les deux sens. Donc, ça veut dire que si vous avez un mur humide, ben, la vapeur d'eau peut traverser, rentrer à l'intérieur. Mais inversement, si vous avez une maison trop humide, ben, la vapeur d'eau peut traverser votre mur et s'en aller. Donc, je prends le cas de figure ici. J'ai cette pièce-ci. J'ai un mur en pierre, on va dire. Je vais mettre une peinture classique à base de ciment ou à base d'acrylique qui n'est pas ouvert à la vapeur d'eau. Je dors dans cette pièce-ci, je produis de la vapeur d'eau. Ben, cette vapeur d'eau, elle est bloquée partout, elle ne sait pas s'en aller. Et donc, elle va rester à l'intérieur et on peut avoir un taux d'humidité qui va augmenter et avoir de la moisissure qui va se mettre sur les murs ou sur les fenêtres parce que le taux d'humidité est trop important. Si je mets de la chaux, la vapeur d'eau peut traverser le mur et s'en aller. Faites attention que ça, ce n'est valable que si votre support derrière est perméable à la vapeur d'eau. Si j'ai cette pièce-ci, j'ai du plafonnage, au ciment, c'est déjà un cimentage, on va dire. Je peins avec ma peinture à la chaux dessus. Ma chaux, elle laisse passer, mais ça bloque derrière, donc ça ne sert à rien. Ça va, donc c'est important de retrouver un support sain pour avoir ses qualités par rapport à l'hygrométrie. Alors, ça prévient la condensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ça prend l'humidité, ça permet au taux d'humidité de la pièce, je reprends l'exemple de ma chambre, ben, j'ai tout peint avec de l'acrylique, une peinture qui n'est pas ouverte à la vapeur d'eau. Je dors dedans, je produis de l'humidité. Ben, mon air ambiant, ben, il était à 52% d'humidité quand je vais dormir. Je relâche de l'humidité. Ben, le matin, il va peut-être à 90%. S'il y a beaucoup d'humidité, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller condenser contre une paroi froide. Donc, si par exemple j'ai une fenêtre qui est froide, ben, j'ai mon air chaud, humide d'intérieur qui va contre la fenêtre, qui rencontre une paroi froide, qui condense. Et donc, on a des gouttelettes d'eau le matin qui condensent sur la fenêtre, ou j'ai sur mes murs la même chose, mais j'ai de la moisissure dans les angles. Pourquoi? Parce que cet endroit-là est mal isolé. J'ai un mur froid, j'ai de l'air humide ambiant qui va condenser contre du froid. J'ai de l'humidité toujours sur mon mur et j'ai un développement de champignons. Le fait de mettre une peinture à la chaux, ça permet de tirer cette humidité et de permettre d'assainir un peu l'humidité. Donc ça évite, ça diminue la condensation. Deuxième, ça prévient l'apparition de moisissures. Donc comme on a dit, ça prévient déjà en diminuant l'humidité ambiante, mais aussi ce que ça a comme effet, comme on a dit dans le process de la chaux, c'est que son but à la chaux, c'est redevenir du calcaire et donc reprendre du CO2, reprendre de l'eau, si vous voulez, pour redevenir à sa stabilité. Et donc, tout ce qui va aller dessus, la chaux va essayer de lui tirer son eau pour pouvoir redevenir du calcaire, donc revenir de la roche. C'est pour ça que, par exemple, quand on chauffe, il y a le blanc arboricole, qui est un blanc, en fait, une peinture à la chaux qu'on met sur les troncs d'arbres, sur les arbres fruitiers, pour éviter, en fait, que les insectes montent et aillent pondre dans les pommes ou dans les autres trucs. Quand vous baladez parfois dans les arbres fruitiers, on voit des arbres qui sont chaulés, donc qui sont avec un tronc blanc. À quoi ça sert? Quand l'insecte, la chenille, va monter sur le tronc d'arbre
pour pouvoir aller atteindre la pomme, ben, ce qui se passe, c'est qu'elle va monter. Au fur et à mesure qu'elle va monter, la chaux va lui prendre un petit peu son eau et au fur et à mesure, ça va la tuer. Et donc là, la chaux, on appelle qu'elle est antibactérien parce que tout ce qui est vivant, bactéries, champignons et tout ça, elle va prendre l'eau de ça et elle va le tuer, elle va lui empêcher de se développer. Attention que cet effet-là n'est que pendant un certain temps. Ça veut dire qu'une fois que sa chaux a fait sa carbonatation complète et qu'elle est redevenue du calcaire, donc qu'elle est redevenue stable, elle ne reprend plus de la chaux. Donc c'est pour ça que tous les 2 ans ou tous les ans, on doit repeindre les troncs des arbres pour pouvoir avoir ces qualités-là. Quand on chaude une étape, on doit refaire ça de temps en temps pour avoir ces qualités antibactériennes si on l'a veut. Je lis juste une question. Si on veut simplement refaire la peinture des murs d'une cave, on peut aussi utiliser une peinture à la chaux. Oui, bien sûr. Donc, si vous avez une cave avec des briques, vous pouvez juste repeindre avec de la chaux dessus. On va le voir dans des photos par la suite. Alors, aussi, une des grosses qualités de la chaux, c'est que c'est un produit très élastique. Donc, ça veut dire qu'on prend le bon cas de figure, c'est la tour de Pise qui est faite à la chaux. Ben, on a quelque chose qui est souple, qui permet de bouger sans avoir de fissure. On aurait la tour de Pise à base de ciment, elle serait déjà tombée parce qu'on a quelque chose qui est très statique. Et on le voit fort quand on fait un enduit, quand vous regardez des crépis à la chaux ou au ciment. Quand vous avez une fissure dans un crépi au ciment, vous avez une fissure qui est droite. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça craque, ben, il n'y a rien qui le tient, c'est pas souple, et donc ça casse d'un tenant. Par contre, quand vous avez un crépi à la chaux qui fissure, vous avez en fait un effet d'escalier. Pourquoi? Parce qu'il craque, il tient, il devient élastique, et puis à un moment donné, il recraque, et ainsi de suite. Et donc, on a un produit beaucoup plus souple. Et le fait d'avoir un produit beaucoup plus souple fait qu'il va durer plus longtemps. Ça veut dire que vous prenez des châteaux qui sont faits au ciment, dès qu'il y a un petit tremblement de terre, dès que ça bouge, on a quelque chose qui va plus tomber, qui va plus craquer. Que par contre, un château à base de chaux, on a quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, peut bouger sans se détériorer ou sans trop se détériorer. Donc ça, c'est un élément important, c'est que c'est un produit qui est beaucoup plus souple. Ce qui est très intéressant par rapport à des maisons, des vieilles maisons où là, il n'y avait pas de bonne fondation. Là, si vous voulez refaire quelque chose, c'est bien de travailler avec la chaux parce que vous allez avoir beaucoup moins de fissures qu'à base de ciment ou à base de plâtre. Et en le mélangeant avec le sol, on peut aussi faire un stabilisé. Donc, ça veut dire que si vous avez un sol, ça on en vend de temps en temps, par exemple pour des écuries ou des manèges pour les chevaux, où là vous avez des chevaux qui passent beaucoup sur la terre et donc la terre devient très malléable et ce qui pose problème pour passer des tracteurs ou que les chevaux repassent. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va creuser sur 40 cm, on va mélanger la terre avec de la chaux. Là, on travaille plutôt avec une chaux aérienne ou une chaux hydraulique, c'est un peu la même chose. Et puis, on va damer et en fait, la chaux va stabiliser le sol et on va avoir quelque chose de dur qui va être plus facile à pouvoir véhiculer après dessus. Même chose, si vous avez un sol qui est un peu instable, vous pouvez mettre un peu de chaux dessus, ça va le stabiliser. Alors, est-ce qu'il faut une température minimum pour pouvoir avoir une réaction par rapport à la carbonatation? Donc, pas spécialement, parce que ça fait sa carbonatation avec l'eau pour la chaux hydraulique et l'air pour la chaux aérienne. Par contre, il ne faut pas descendre en dessous il ne faut pas que ça gèle quand vous travaillez avec de la chaux. Souvent, on dit qu'il ne faut pas descendre en dessous de 10 degrés. Pourquoi? Parce que comme vous avez de l'eau qui est mélangée avec, si l'eau gèle, ça va poser problème. Par rapport à la peinture sur les caves, je reviendrai après à la question. Donc, comme je vous ai dit ici, il faut être bien conscient qu'un mortier ou un enduit ou une peinture, c'est toujours un liant, donc qui est, dans notre cas ici, figure de la chaux, mais qui peut être de l'argile, qui peut être du ciment, qui peut être du plâtre, des agrégats qui sont du sable souvent, mais pour une peinture qui peut être de la poudre marne ou quelque chose de très liquide, très fin, un sable très fin, de l'eau et parfois il y a des additifs. Après, dans les enduits à la chaux, nous on n'utilise pas d'additifs, mais c'est possible aussi de le faire. Alors oui, la chaux, on peut l'utiliser pour
faire un sol de cave ou un sol de... Bien sûr, tout ce qui est maison à l'ancienne sont faits à la chaux. Donc on faisait même des routes, les routes romaines sont faites à la chaux. Alors, important aussi, on va le voir après dans les photos, pardon, c'est que la chaux hydraulique ou aérienne, elle peut avoir différentes couleurs. Vous pouvez avoir une couleur plutôt grise, plutôt beige ou plutôt blanche. Ça dépend d'où a été creusée la chaux. Donc voilà, par exemple, nous, notre chaux NHL 2,5 et la 3,5 est blanche. Par contre, notre chaux NHL 5 est grise. Donc vraiment, c'est comme on veut et ça va dépendre aussi de ce qu'on recherche. Si vous voulez faire un plafonnage, un enduit à l'intérieur blanc, ben prenez la NHL2 ou la 3,5. Si vous voulez plutôt avoir un plafonnage déjà un peu gris, comme ça, prenez la NHL5. Alors, on va voir les différentes cas de figure. Donc, on va voir d'abord maçonner des pierres, comme on l'a dit. Ben voilà, par exemple, quand vous regardez des vieux moulins, de ce temps-là, il n'y avait pas de ciment qui existait. Donc là, c'est fait à la chaux. Donc, ça veut dire qu'ils maçonnent les murs à la chaux. Donc, c'est une chaux hydraulique. Soit ils utilisent une NHL5 s'ils veulent travailler quand même plus rapidement. S'ils veulent travailler plus lentement, une 3,5 ou une 2 qu'on va mélanger avec du sable. Donc, le fait de mélanger avec du sable, comme on a dit, c'est les agrégats. Donc, vous avez les grains de sable qui vont être collés entre eux par la chaux. Et alors, les grains de sable, on va les choisir en fonction de ce qu'on veut faire. Ça veut dire que si vous travaillez en grosse épaisseur de chaux, donc si par exemple je veux remonter, voilà, j'ai ce moulin, je veux moissonner les briques, mais je veux faire des joints de 1 à 2 cm. Si je mets du sable trop fin, ça n'ira pas parce que, si vous voulez, il y aura besoin de trop de sable l'un sur l'autre et donc là, la structure ne se tiendra pas bien, elle va craqueler. Si par contre, je travaille avec des grains de sable plus gros, donc ça veut dire qu'on va travailler avec des sables de 0 à 8 mm, on va avoir quelque chose où on peut le travailler entre 1 cm et 2 à 3 cm. Donc, le fait de rajouter du sable, la granulométrie du sable va dépendre de ce qu'on veut faire. Si vous voulez avoir un petit truc, il faut qu'il y ait 3 grains de sable l'un sur l'autre pour connaître la moyenne de l'enduit que vous allez mettre, l'épaisseur que vous allez mettre. Je vous explique. Si par exemple, je travaille avec de la chaux et du sable 0 à 4 mm, je mets 3 grains de sable l'un sur l'autre, donc 4 mm les plus gros, 4 mm, donc on est à 1,5 cm. Donc je vais travailler en enduit entre 1 et 2 cm. Si je travaille avec du grain de sable de 8 mm, je mets 3 grains de sable les plus gros l'un sur l'autre, j'obtiens 2,4, je vais travailler entre 2 et 3, 4 cm. Si je veux faire un enduit fin, donc je travaille avec du 0,2 mm, je mets 3 grains l'un sur l'autre, j'obtiens un enduit entre 5 et 1 cm. Ça va? Donc la charge va être en fonction, le grain va être en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ici, on a remaçonné, on va dire, à la chaux avec une NHL5, un sable de 0,8 ou de 0,4, ça dépend l'épaisseur des joints. Et puis après, on a remis une peinture à la chaux dessus, blanc, simplement. Voilà, ici, on voit le cas de figure. On veut remaçonner à l'ancienne. Ben là, on va faire à la chaux sans problème. Voilà, on peut remaçonner des blocs à la chaux comme à l'ancienne. C'est juste comme je vous ai dit, ça prend plus de temps. Il faut attendre un peu plus longtemps avant qu'il ait sa dureté. Donc, vous n'allez pas savoir tout monter vos murs d'un coup. Il faut monter au fur et à mesure. Voilà un peu des réalisations. Donc, on peut faire des joints aussi de briques à la chaux et ainsi de suite. Donc, le joint, ça dépend de la couleur de la chaux que vous allez utiliser. Si vous me dites que vous voulez un joint blanc, ben, utilisez une échelle 2 ou 3,5. Si par contre vous voulez même un joint rouge, ben, vous pouvez rajouter des pigments dedans sans problème pour le colorer, c'est possible aussi. Donc comme on voit, la chaux hydraulique, on va utiliser pour faire des choses quand même épaisses, des joints épais, remaçonnés et ainsi de suite. Donc le gros avantage d'avoir des joints comme ça, ben, c'est que la vapeur d'eau que vous produisez à l'intérieur peut s'en aller. Ou si vous avez un endroit, un mur qui a une petite infiltration d'eau, ben le mur en fait peut sécher à travers le joint que vous n'auriez pas si vous avez un mur en ciment. Voilà un petit peu les différentes réalisations.
Alors, je lis une question. Pour maçonner des murs de blocs, doivent-ils... Non, vous pouvez. Donc, ici, la question de monsieur, c'est est-ce que le bloc doit être absolument en terre crue ou alors en ciment, ça fonctionne. Vous pouvez le faire en ciment, c'est juste qu'il n'y aura que le joint à la chaux qui soit ouvert à la vapeur d'eau. Mais ce qui est déjà très bien, c'est déjà mieux que de remaçonner avec du ciment. Et donc là, vous aurez déjà quelque chose qui est ouvert à la vapeur d'eau. Donc oui, vous pouvez. Que ce soit à base de terre ou à base de ciment, vous pouvez faire des blocs comme ça. Des rejointoiements, colombage, donc on peut rejointoyer même des nouveaux bâtiments, on peut le refaire à la chaux, ça on le fait souvent. Voilà, tout ce qui est vieux barrages et choses comme ça, tout ça c'était fait à la chaux, hein, c'était pas du ciment. Et donc même si c'est en contact, la chaux, une fois qu'elle a fait sa dureté, une fois que c'est en contact avec l'eau, ça ne bouge pas. Voilà un petit peu à l'ancienne. Ici, on voit des colombages à l'ancienne, donc ça c'était souvent de la chaux, et alors ils rajoutaient parfois de l'argile pour avoir quelque chose de plus facile. Et aussi, ce qui se passait, c'est que la chaux, avant, elle coûtait quand même assez cher, parce qu'il y avait un process de cuisson et puis l'éteindre. Et donc, quand on faisait des vieilles maisons, c'était quelque chose qui coûtait assez cher. Et donc, plus vous allez avoir des maisons, ça c'est intéressant quand vous avez une vieille ferme, savoir si elle appartenait à un noble ou savoir s'il était très riche, ben, vous regardez vos enduits, plus vous allez avoir de la chaux dedans, plus c'était une maison qui appartenait à quelqu'un qui avait de l'argent. Plus vous allez avoir soit du sable, donc s'ils mettaient beaucoup de sable dedans pour diminuer le coût, ben là vous aviez quelqu'un qui économisait ou qui avait de l'argile, et c'est quelqu'un qui avait un peu moins d'argent par rapport à la chaux. Alors, utilisation de la brique pilée, la proportion. Donc ici, pour les proportions chaux et sable, donc la charge, là je vous invite à aller voir les fiches techniques qui sont disponibles sur notre site. Donc si vous allez sur ecobati.be, vous allez dans produits chauds et vous avez les fiches techniques de tous les produits, parce que la quantité de charge va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Ça veut dire que si par exemple vous êtes sur une chape, vous faites une chape à la chaux, vous allez avoir une part de chaux pour 3 parts de sable. Si par contre vous êtes sur un enduit à l'intérieur, on va avoir un peu plus de chaux, on va avoir une part de chaux pour 2 parts de sable. Et donc ici, vraiment, en fonction de l'utilisation que vous allez faire, il y a juste les proportions de chaux à faire. Mais il faut savoir qu'un enduit à la chaux ne coûte pas très cher, parce que si vous prenez un sac de chaux de 25 kg, vous prenez le NHL5, qui est le plus cher, mais voilà, on va partir là-dessus, vous êtes à 16 €, vous rajoutez 2 parts et demie, en moyenne c'est souvent ça, de sable, vous arrivez à 100 kg de matière, le sable va vous coûter, je crois que pour les 25 kg, on est à 2-3 €, donc disons que pour 20 €, 22 €, vous avez 100 kg d'enduit à mettre. Et donc pour 100 kg, ben, vous avez déjà moyen de faire un petit mur, des choses comme ça, et donc la chaux n'est pas un produit qui coûte très cher aussi. Je lis encore les questions au niveau du coût, c'est toujours vrai aujourd'hui? Voilà, ben, j'ai répondu justement à votre question. Alors, par rapport à l'argile, alors si vous voulez, donc j'ai une autre question, si vous voulez les liens, vous pouvez soit vous m'envoyer un mail donc sur Kevin, Kevin, @ecobati.be. On a un dossier avec toutes les fiches techniques qu'on distribue au cours papier, on va dire, au cours qu'on organise en une journée complète. Ça, je peux vous l'envoyer par mail. Ou sinon, vous allez sur notre site, dans Produits, vous avez toutes les infos. Alors, pour revenir par rapport au prix, non, la chaux va être moins chère que l'argile parce que vous avez, comme je vous ai dit, vous êtes à 20-22 € pour 100 kg. Si vous travaillez avec un l'argile, vous êtes à 20 € pour 25 kg, donc vous êtes plutôt à 80 € pour 100 kg. Donc la chaux va être quand même un peu moins chère. Après, c'est deux produits fort différents. Alors, injection, ça c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est plutôt quand on est sur des bâtiments, des patrimoines qui doivent être préservés, où là, vous avez des châteaux. Là, on voit, voilà, on a un mur qui va faire 50-60 cm, où là, c'est un mur qui se laisse peut-être un peu aller. Ben, ce qu'on peut faire, on peut faire des injections d'un enduit à base de chaux, qui est un enduit spécial, qui est le P fluide, qu'on peut injecter dedans et qui va resolidifier l'ensemble.
et qui va garder la plasticité du support, sans donc empêcher d'avoir un produit qui reste souple, parce que si vous injectez du ciment dans un mur à la chaux à l'ancienne, ben, vous avez deux produits qui ne se comportent pas de la même façon et c'est toujours problématique. Et donc là, on a un produit, on peut injecter pour resolidifier le support. Je relis une question. Alors ici, Jonathan me dit, voilà, la différence entre de l'argile et de la chaux, c'est la dureté. Donc il faut savoir que, comme on l'a dit, la chaux, si je parle de la chaux hydraulique, quand on veut faire un plafonnage dans un hall d'entrée, donc là, il proposait l'exemple du hall d'entrée, je plafonne avec de la chaux, je peux travailler avec de la chaux NHL2, 3,5 ou 5, ça dépend un peu de la couleur que je veux et le temps de prise. Elle fait sa réaction avec l'eau, elle devient dure et après 90 jours, elle est dure comme du calcaire, donc c'est de la pierre. Donc là, vous allez contre, ben, vous n'allez pas l'abîmer. Il faut savoir que l'argile, par contre, elle n'a pas de prise hydraulique, donc ça veut dire qu'elle ne fait pas sa prise avec l'eau. Et donc là, vous avez un produit qui est plus souple, qui est plus fragile. Donc si vous allez cogner contre, ben, vous allez l'abîmer, l'argile, que la chaux, vous avez quelque chose de très dur. Donc vraiment, c'est deux produits différents. L'avantage de l'argile, c'est qu'une fois que vous le préparez, comme elle n'a pas sa prise hydraulique, ben, elle ne va pas faire sa prise et donc vous avez fait votre mur. Le lendemain, vous revenez, vous remouillez votre mur, vous pouvez le retravailler. Comme ça, plein de fois, vous avez un coup de dent, vous le remouillez, vous le retravaillez. Qu'à la chaux, par contre, une fois qu'il a fait sa prise, donc le lendemain, une fois qu'il a déjà durci, qu'il n'est pas sa dureté finale, mais qu'il a déjà durci, ben vous ne savez pas le remouiller, le retravailler. C'est fini, c'est comme du plâtre. Ça va, donc c'est deux produits différents. Alors, ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une interaction chimique entre de la chaux et du métal? Oui, donc la chaux et le métal ne réagissent pas bien. Donc, c'est-à-dire que la chaux va attaquer le métal, va manger le métal. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre de la chaux en contact avec du métal. Donc, ne faites pas passer une poutre métallique dans vos enduits à la chaux. Quand on fait une dalle à la chaux, on ne met pas un fibrage en métal dedans parce que ça ne réagit pas. Ici, je vous invite à aller voir la maison en pommes de pin. Vous mettez ça sur Internet. C'est un des employés de Ecobati Wavre qui a fait sa maison comme une pomme de pin. Donc, elle est magnifique, extraordinaire. Elle est même passée au journal Parler. Et là, toute sa dalle, il l'a fait à la chaux, donc où il est venu déposer sa maison. Mais il fallait qu'elle soit tramée. Et donc là, il n'a pas travaillé avec du fer, mais il a travaillé avec des cannes de bambou qu'il a tissé lui-même. Il a fait un tramage et puis il l'a mis dedans. Donc ça, c'est une alternative qui est possible. Alors, je lis les questions, le stuc. Alors, est-ce que le stuc, par rapport à votre question, par rapport au stuc, je répondrai après quand on sera alors dans les shows aériennes, hein, par rapport au stuc, ça va? J'en parlerai. Voilà un petit peu les réparations qu'on peut faire à la chaux, des vieilles fermes et tout ça. Et donc là, on voit quelque chose, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est en cascade ici. Quand ça fissure, c'est pas en ligne droite. Chape et dallage, donc c'est possible de faire une chape à la chaux comme à l'ancienne. On faisait une chape à la chaux, on venait déposer en fait les carreaux dedans. Et donc là, on a quelque chose qui est maintenu dedans et qui va durer très longtemps. Donc c'est possible de faire les joints à la chaux, de tout faire à la chaux comme à l'ancienne. Des sols à la chaux, donc là on voit des différents sols de chaux qui sont faits. Il faut savoir que la chaux, on va le voir dans les photos des enduits, n'est jamais unie dans sa teinte. Vous avez toujours des nuances, comme on le voit, là c'est un peu accentué, mais on a toujours des nuances. Ça va très bien sur des chauffages par le sol, donc c'est quelque chose qui va bien réagir avec la chaleur et qui va être ouvert à la vapeur d'eau aussi. Et alors, on peut faire aussi des chapes de chaux chanvre ou chaux au liège qu'on voit ici, voilà. Donc, c'est quoi? Ben, c'est quand on a une dalle de béton, voilà, j'ai creusé j'ai une vieille ferme, j'ai un sol, je veux isoler mon sol, mais je ne veux pas perdre en espace. Donc, je casse tout, je reviens jusqu'à la terre, je fais passer mes décharges d'eau si je veux changer un peu l'aménagement, mes trucs. Et là-dessus, l'idéal, c'est d'isoler. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mettre
On ne sait pas mettre un isolant rigide, comme par exemple des plaques de liège, parce que si vous avez des tuyaux, ben, ça va pencher, ça n'ira pas. On ne veut pas utiliser de la mousse projetée parce que, point de vue écologique, c'est pas bon et c'est pas très respirant. Ben, on peut utiliser d'abord un mélange de béton. Alors là, dans le cas de figure qu'on voit sur la photo, c'est des granulés de liège et de la chaux, tout simplement. Donc ici, la chaux va servir de liant, les granulés va servir de charge, donc pour remplacer le sable. Et donc là, on le mélange à la bétonnière. Il y a une proportion qui est, alors comme ça de tête, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 2 sacs de chaux pour un sac de liège de 200 litres, 250 litres. On mélange avec de l'eau et puis on vient déverser, on tire par au-dessus les tuyaux. Donc on voit encore un petit peu les tuyaux ici. Et puis là-dessus, on peut remettre par exemple un panneau d'OSB et puis remettre votre plancher, ou on peut remettre un panneau de liège si on veut encore plus isoler. On peut remettre un panneau de liège et puis mettre une dalle à la chaux dessus. On peut faire ce qu'on veut. Même principe avec le béton de chaux chambre. C'est juste que à la place des granulés de liège, vous allez mettre en fait de la paillage de Schoenvolt. Donc c'est de la paille de chanvre qui va servir de charge. Donc c'est chaud, donc NHL5, souvent on travaille pour avoir une dureté plus rapide. Et puis on travaille avec de la paille de chanvre. Alors lequel moi je préfère entre la paille de chanvre et le liège? Je préfère le liège. Pourquoi? Parce que le pouvoir isolant du liège va être meilleur, va être presque 2 fois meilleur que la paille de chanvre. Donc ça veut dire que si vous travaillez, vous n'avez que 10 cm, ben c'est plus intéressant de mettre 10 cm de chaux liège plutôt que de chaux chanvre parce que vous aurez plus d'isolant avec le chaux liège. Donc je relis juste les questions. Bon, ça c'est les autres. Alors, il est possible aussi de faire des enduits avec. Donc là, on va voir le corps d'enduit et la finition. Donc le corps d'enduit, c'est quoi? C'est quand on travaille en grosse épaisseur. Par exemple, j'ai un mur en pierre en moellon, à l'ancienne avec des grosses pierres. Ben, je dois charger en grosse épaisseur. Ben là, je vais faire ce qu'on appelle le corps d'enduit. C'est un enduit assez épais qui va recouvrir l'ensemble, où là, on va travailler avec une charge épaisse. Donc, ça veut dire qu'on va travailler avec une chaux NHL5, par exemple, et puis on va mettre du sable épais, du 0,8. Donc, comme je vous ai dit, ben, on met 3 grains de 0,8 l'un sur l'autre, on obtient entre 2 et 3, 4 cm qu'on va charger en épaisseur. Après, j'ai fait ça, je veux mettre un enduit plus fin, parce que là, je vais avoir un aspect granuleux, comme j'ai du sable quand même gros. Je veux mettre un aspect plus fin, ben, je travaille avec du 0,2, donc toujours de la chaux et du sable, du 0,2, ben, je vais charger en 5 mm, 1 cm, et là, j'aurai un aspect assez fin. Je veux encore un aspect plus fin. Je peux travailler à des sables en micron, qu'on appelle, donc ça veut dire que c'est 0,1 mm à 0,5 mm. Et donc là, on a quelque chose donc de 0,05 à 0,01 par exemple. Et là, on a des enduits très fins. Donc tout dépend de l'épaisseur que vous voulez avoir et le fini que vous voulez avoir. C'est là qui va dépendre la charge que vous allez choisir. Alors, peut-on utiliser un mélange liège et chaux entre des poutres de colombage? Bien sûr, vous pouvez utiliser ça. La différence entre le liège chaud et le chaud chanvre, c'est que le chaud chanvre, il est plus collant, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que vous avez quelque chose de plus collant, et donc quand on travaille à l'enduit, c'est un peu plus facile parce qu'il colle un peu plus au mur. Par contre, il va être moins isolant. Si vous travaillez avec du chaud liège, c'est possible aussi, mais c'est un tout petit peu plus difficile à mettre parce que c'est moins collant. Si vous voulez, par contre, on a un autre enduit isolant, c'est l'isole argilus, qui est un mélange perlite, chaud et argile. Et là, on a quelque chose qui est vraiment très collant et qui a un très bon pouvoir isolant aussi. Donc là, on voit les différentes réalisations à la chaux. Donc là, par exemple, tout ce qui est couvent et tout ça à l'ancienne, tout ce qui est maçonnerie, enduit et tout ça, c'est fait à la chaux. Voilà, ça c'est le couvent, je crois que c'est celui à Bruges qui est assez connu. Alors pour les Liégeois qui connaissent bien le centre-ville, ça par exemple c'est l'Opéra de Liège qui est un bâtiment classé et qui est tout fait à la chaux. Donc ça veut dire que le crépi à l'extérieur, donc il y a un crépi lisse, c'est un crépi à la chaux qui vient de chez nous et qui est en fait d'abord un premier enduit
à la chaux épais qui permet de rattraper les imperfections du mur, et puis un deuxième crépi plus facile. Et alors, soit ils choisissent un crépi à la chaux fini coloré, ou alors ils mettent une peinture à la chaux dessus. Voilà une autre maison plus moderne qui est faite à la chaux. Faites attention que les crépis à la chaux, vous pouvez avoir des nuances comme ça, comme on le voit ici dans cette maison. On a ici, par exemple, sur l'Opéra de Liège, il n'y a presque pas de nuances parce qu'on est sur une couleur très claire. Et voilà, les professionnels ont un coup de main plus régulier, donc on a quelque chose de très clair et très régulier. Surtout qu'ici, ils ont rajouté une peinture. Donc, ils ont rajouté une peinture à la chaux. Avec une peinture à la chaux, on a moins d'effet. Par contre, si on travaille avec un enduit coloré à la chaux, en crépi, on va avoir des nuances. Donc ça, c'est important de le savoir. On n'aura pas quelque chose d'uni. Mais on peut faire des maisons modernes avec de la chaux sans problème. Voilà un peu la réalisation. Ici, on voit une maison moderne aussi nouvelle, où là, on a fait un enduit à la chaux sur de la fibre de bois. On va la voir plus loin dans les réalisations. Donc, c'est possible de mettre un isolant à l'extérieur. Donc, vous voulez isoler votre maison par l'extérieur. Vous pouvez mettre un isolant comme la fibre de bois ou le liège et puis remettre dessus de la chaux. Le gros avantage de cette solution-là, c'est que vous avez un produit qui est ouvert à la vapeur d'eau de l'isolant à la finition. Donc, ça veut dire que vous avez des remontées d'eau dans votre mur. L'eau, la vapeur d'eau peut passer à travers votre isolant et votre enduit et sécher à travers. Vous mettez une plaque de PU, par exemple, donc il y a un isolant qui n'est pas naturel, votre humidité, elle ne sait pas aller dehors. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rentrer vers l'intérieur. Et donc ça peut être problématique. Voilà, ce chantier-là, c'est le même avec les plaques d'isolant fibre de bois. Et puis là, on a remis l'enduit à la chaux, toujours en 2 passes. Un premier cours qui va, première passe, pardon, qui va être le corps d'enduit, où là, on va rattraper les imperfections des panneaux, les trous des vis et ainsi de suite. On va mettre un treillis dedans pour éviter, parce que les panneaux de fibre de bois bougent, pour éviter d'avoir une fissure. Et puis, on va mettre un enduit plus fin, de 2-3 mm, qui va faire un aspect bien lisse, bien beau. Soit on le choisit coloré, soit on le choisit non coloré, et après on le repeint. Voilà un peu de réalisation. Alors, par rapport à l'isolation, on en a déjà parlé. On a un enduit qui s'appelle l'Isolargilus, qui est un enduit chaux, perlite et argile, qui est un enduit isolant. Lui, il est très intéressant quand on est sur des maisons, une vieille maison, ici c'est une église, une chapelle, où on ne veut pas rajouter une plaque de PU, où on ne veut pas rattraper, on ne veut pas mettre du liège parce que les murs sont très irréguliers à la base, et donc la plaque de liège ne se met pas bien. On peut mettre un enduit à la chaux isolant et puis remettre une finition par-dessus. Comme ça, on a quelque chose qui garde les qualités du support, donc respirant, et on a quelque chose où on ne perd pas trop d'épaisseur. Voilà les autres solutions. Donc, on a aussi... Alors, quelle épaisseur? Il y a une question. Quelle épaisseur pour l'isolargile? J'imagine, c'est entre 5 et 10 cm. On peut mettre plus d'épaisseur, mais il faut respecter par couche. Donc, par couche, c'est entre 5 et 10 cm. Voilà les autres possibilités par rapport à l'isolation avec de la chaux. Et dans ce cas-ci, c'est chaux chambre. Donc, vous avez une société qui s'appelle Chambre Eco, qui est une société belge, qui projette la chaux chambre sur des murs irréguliers, tout ça. Donc là, on projette avec cet enduit. Et puis dessus, on peut remettre un enduit à la chaux ou un enduit à l'argile. Vous pouvez faire un système de branchage. Donc, c'est quoi? C'est que vous avez vos ossatures en bois ou en bois, pas en métal. Donc, comme j'ai dit, en métal, ça réagit avec la chaux, mais en bois. Vous mettez un panneau d'OSB. Vous venez déverser derrière du chaux chambre ou du chaux liège, comme vous voulez. Vous laissez sécher, vous enlevez votre plaque de liège et vous avez quelque chose qui est prêt à être enduit par de la chaux ou de l'argile. L'autre possibilité, donc là on voit une chape de chaux chambre, donc tantôt on a vu chaux liège, mais on voit chaux chambre. Et alors il y a une société aussi belge qui produit des blocs de chaux chambre, qui est ISOM, donc qui sont des blocs isolants, qui sont du chaux et du chambre simplement. Alors je lis une question. Donc je vais réaliser un enduit chaud sur des murs
de soutènement en bloc béton des années 80. Je souhaite un look à l'ancienne, pas trop épais, je pense. Mettre un enduit de fond NHL 3,5 et sable de Rhin 0,2 épaisseur. Oui. Et ensuite une fine couche, finition 2 à 3 mm. Alors, donc oui, vous avez raison, donc votre technique est bonne. Alors, est-ce qu'il faut faire un gopti avant? Donc un gopti, pour savoir ce que c'est, si vous voulez, c'est une couche d'accroche. Ça permet vraiment, quand on est sur un support qui est un petit peu friable ou qui est un support qui est trop lisse, voilà, ça permet de fixer le support. Donc c'est quoi un gopti? C'est que vous prenez en fait de la chaux, du sable et vous le diluez très fort, vous en faites quelque chose de très liquide. Et alors là, il y a deux techniques. Soit on le pulvérise avec une tyrolienne. Une tyrolienne, c'est quoi? C'est quelque chose en fait que vous tournez qui va projeter des gouttes. Et donc, comme ça, après, on n'a plus un support lisse, mais on a un support irrégulier qui permet à l'enduit d'accrocher dessus. Ou on a un support en projetant des gouttes, ça va fixer aussi le support. Et donc, ça va permettre de stabiliser le support. Donc ici, ma réponse par rapport à votre question, c'est que sur un mur en bloc, vous avez un mur qui est régulier et qui est stable, donc non, pas besoin de gopti. Si vous avez peur que votre support s'effrite et tout ça, vous pourriez mettre, par exemple, il y a des sous-couches d'accroche qui existent avant de mettre de la chaux qui vont être plus simples que faire un gopti. Un gopti, c'est un peu plus de technique. Mais vous pouvez, si votre support est stable et irrégulier, pas besoin de gopti. Alors, chaux, chanvre, du sable en plus, non. Donc, vous n'êtes pas obligé de rajouter du sable dans votre mélange chaux-chanvre. C'est juste le chanvre qui va servir d'agrégat par rapport au liant qu'est la chaux. Vous pouvez rajouter du sable si vous voulez, mais ça n'apportera rien. Ça va amener un peu plus de dureté, mais par contre, vous allez perdre en isolation, donc ça ne sert à rien. Alors, sur isolant fibre de bois ou en liège, donc là on l'a vu, quand on travaille sur fibre de bois, on va mettre d'abord une première couche avec un treillis et puis on met une deuxième couche. Et ici on voit qu'ils ont remis une peinture par-dessus s'ils veulent un aspect d'une couleur qu'ils veulent ou pas. Ici on voit par exemple que c'est une maison classique qui a été isolée avec des blocs Ytong ou avec un isolant traditionnel, mais c'est possible de remettre aussi de la chaux dessus sans problème. Voilà la finition après. Donc faites attention que la chaux, il y a toujours des nuances. C'est pas uni dans sa teinte. Si après vous voulez quelque chose de plus uni, vous pouvez repeindre dessus et plus vous allez aller vers une couleur claire, moins vous aurez d'effet. Donc si vous travaillez avec du blanc ou un blanc cassé, moi j'ai travaillé chez moi par exemple avec un RAL 9010, donc il y a un blanc légèrement cassé qui est le blanc qu'on voit quand vous allez dans un showroom et que vous voyez un mur blanc, c'est pas un vrai mur blanc parce que c'est un blanc légèrement chaud. Là, moi, j'ai travaillé avec une peinture à la chaux RAL 9010 et là, on a un aspect blanc et sans effet. Alors, ici, j'ai une question j'ai une vieille cave humide avec des entrées d'humidité. Quelle est la meilleure solution sur ce mur? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a un enduit à la chaux qui s'appelle l'Unilé 30, qui a un mortier d'assainissement. Donc lui, c'est vraiment un enduit à la chaux qui est là quand il y a des gros problèmes d'humidité. Par exemple, le cas typique, un peu comme vous, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps dans un client qui vient au magasin, j'ai une cave et quand il pleut très fort, j'ai de l'eau qui sort de mes murs. Et là, j'ai même fait un sterput parce qu'il faut que l'eau s'évacue. Est-ce que vous avez une solution? Oui, on a une solution. Si on peint juste à la chaux dessus, c'est pas juste la chaux qui va bloquer la peinture à la chaux qui va bloquer toute l'eau. Donc ça, il faut faire attention. On a un enduit qui s'appelle le NI30 qui a une mortier d'assainissement qu'on charge en 1,5 cm. Lui, il va vraiment bloquer l'eau. Donc vous n'aurez plus d'eau qui va venir dans votre cave, mais par contre, la vapeur d'eau peut passer à travers. Donc si vous avez des gros problèmes d'humidité, de remontée capillaire, l'Unilite 30, il est nickel, il est parfait. On a plein de clients qui viennent et qui nous disent « j'ai eu un devis, j'ai des remontées d'eau dans mes murs de ma maison jusqu'à 80 cm. J'ai eu un devis pour des injections chimiques tous les 10 cm. C'est très cher, ils ne me garantissent pas d'avoir un truc garanti longtemps. Pourquoi? Parce que ça fait une barrière continue. Votre maison, elle va bouger au fur et à mesure du temps. Ben, cette barrière, elle risque de se casser et vous risquez de retourner à avoir des remontées capillaires. C'est pour ça qu'ils garantissent que 10 ans leurs produits. Et donc ici, si vous mettez un mortier d'assainissement, je vous garantis que ça marchera nickel.
vous mettez ce plafonnage-là à 1,5 cm, vous n'allez plus avoir d'humidité à l'intérieur. Par contre, votre mur va être respirant, donc c'est-à-dire que la vapeur d'eau passe à travers. Et on est sur des produits qui sont un peu plus chers que le chaud que je vous ai dit tantôt, mais qui sont nettement moins chers. Souvent, quand les gens comparent, ils sont à 2 à 3 fois moins chers que des injections. Donc là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus avantageux, qui est plus naturel et qui est faisable vous-même. Donc dans une cave, souvent, ce qu'on conseille, c'est l'unilitre 30. Voilà un peu des réalisations. Donc voilà un peu les applications des chauds hydrauliques. Donc la chaux hydraulique, pour résumer, c'est une chaux avec de l'argile quand elle est cuite et qui fait sa réaction avec de l'eau et on va la mettre en certaines épaisseurs. Donc on va l'utiliser pour tout ce qui est assez épais. Ici, il y a une erreur. Les badigeons, donc les peintures, on ne les fait pas avec de la chaux hydraulique. On les fait avec la chaux aérienne, ce qu'on verra après. Alors un chaulage, c'est quoi? C'est quand vous prenez votre enduit à une échelle 3,5 par exemple, vous le mélangez avec un sable de 2 mm, de 0 à 2 mm, vous le faites liquide et vous le prenez à la brosse et vous brossez vos briques par exemple. Ça permet d'avoir une genre de peinture mais assez épaisse avec un grain de sable comme ça, assez structuré. Avec ça, on peut le faire avec la chaux aérienne ou la chaux hydraulique, ça c'est comme vous voulez. Donc maintenant, on va voir, donc là voilà, ça c'est un chaulage par exemple. Ça c'est, donc quand on a des briques, qu'on ne veut presque plus voir le dessin des briques, mais qu'on ne veut pas mettre un enduit parce qu'on n'a pas les capacités, on ne sait pas payer un entrepreneur pour le faire, mais on peut faire un chaulage. Donc ça veut dire qu'on fait une chaux hydraulique, on mélange avec un sable, on fait liquide, on vient badigeonner avec une brosse et on vient camoufler les briques. Alors, est-ce que l'isole argileuse peut-il aller à l'extérieur? Non. Alors, il peut aller, mais tant qu'il est recouvert par quelque chose. Donc, il peut aller, par exemple, si j'ai cette maison-ci, je peux mettre un isole argileuse et puis remettre un enduit à la chaux dessus sans problème tant qu'il est protégé. Mais il ne peut pas rester comme ça apparent parce qu'il y a quand même pas mal d'argile dedans et donc là, il risque de se détériorer. Voilà encore des réalisations des enduits à la chaux. Donc, on voit bien que les enduits à la chaux, on a toujours des effets nuageux dans l'enduit. Alors maintenant, on va parler de la chaux aérienne. Donc, comme je vous ai dit, la chaux aérienne, elle fait sa prise avec l'air. On a soit des chaux aériennes en pain, donc qui ont baigné dans l'eau depuis longtemps, soit des chaux aériennes en poudre qui ont été éteintes de manière industrielle. Avec ces chaux, on peut faire que des choses fines. Parce que comme elle fait sa prise avec l'air, si on travaille sur des grosses épaisseurs, il va falloir du temps pour que la vapeur d'eau passe à travers et aille jusqu'au milieu. Et donc là, ça va prendre du temps avant de durcir. Donc ce qu'on peut faire, c'est des enduits très fins. Donc par exemple, nous, on travaille avec chaud en pâte de chez Pozzonovo. Et là, il fait des enduits fins, des enduits qui vont être maximum de 3 mm. Donc on est sur des choses quand même assez fines. Alors, je lis une question. Une cave humide avec Vous-Sept, peut-on utiliser simplement de l'isole argileuse pour isoler cette cave de la pièce supérieure? Oui, vous pourriez isoler avec de l'isole argileuse votre Vous-Sept sans problème, ou avec un béton chaud chambre. Alors, une autre question. J'aimerais refaire mes murs de salle de bain à la chaux. On a enlevé les carrelages ciment colle, donc un peu irrégulier. Si je veux éviter de replafonner, dois-je faire corps d'enduit, plus enduit finition, couleur souhaitée, très légèrement nuage de gris. Ok. Donc ici, si vous avez un mur irrégulier, donc vous avez enlevé votre carrelage, vous devez d'abord mettre un enduit. Alors l'enduit, tout dépend de l'épaisseur que vous allez vouloir travailler. Donc si vous avez des imperfections de 1 cm par exemple, ou de 3-4 mm, on va travailler avec un mélange de chaux NHL 3,5 par exemple, avec du sable de 0,2, on va relisser, soit on a le fini qu'on veut parce qu'il est assez beau, soit on peut remettre un enduit plus fin si on veut un fini plus fin, ou on peut repeindre avec une peinture. Votre enduit, de base, il va toujours avoir des nuances. Si vous voulez avoir le moins de nuances possible, c'est mieux de travailler avec une peinture par la suite. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps corps d'enduit, enduit de finition. Tout dépend de l'aspect de votre mur. Le corps d'enduit, il est juste là pour rattraper des grosses imperfections. Donc, si votre mur est plus ou moins régulier, ça ne sert à rien de mettre une grosse épaisseur d'enduit. Tout dépend, on adapte l'enduit, le sable qu'on va mettre
au travail qu'on veut faire, donc à l'épaisseur qu'on veut charger. Alors, la chaux aérienne, donc on fait un enduit de finition extérieur. Ben, comme on le voit ici, on a du liège, on a un liège qui est plus ou moins régulier, on n'a pas besoin de charger trop épais. On va mettre une première couche de chaux aérienne en pâte. Donc, ça veut dire que, par exemple, si les clients n'ont pas l'habitude de travailler et que faire un mélange, c'est compliqué, ou que quand on fait un mélange, ça prend quand même assez vite qu'une chaux aérienne en pâte, elle prend lentement comme elle est déjà en pâte. Si on veut avoir quelque chose, quelqu'un qui travaille plus facilement, qui a plus de temps pour le travailler, ici, dans ce cas de figure, le client a opté pour une chaux aérienne. Donc, on met une première couche sur l'ensemble, on met un treillis et puis on met une deuxième couche de chaux aérienne en 3 mm et là, on a quelque chose de fini. De nouveau, que ce soit chaux hydraulique ou chaux aérienne, ça ne change pas grand-chose. Ça change juste dans le temps de prise, dans le temps de travail. Donc ici, j'ai une question de quelqu'un. Si c'est juste quelques millimètres d'imperfection, vous devez travailler avec un sable de 0,2 mm. Et là, vous allez avoir un fini relativement lisse, quand même très lisse même, et vous allez pouvoir rattraper des imperfections jusqu'à 1 cm. Voilà une autre réalisation sur du liège, donc, où là, ils ont mis une chaux, je pense que dans ce cas de figure, ils ont mis une chaux hydraulique en première couche, un treillis, puis une chaux aérienne. C'est possible aussi de coupler l'un ou l'autre. De nouveau, ils ont mis une chaux hydraulique au début parce que le liège avait des imperfections quand même assez importantes. Ils ne l'avaient pas super bien placé, donc là, ils devaient charger en épaisseur, donc ils ont mis une hydraulique. Et puis après, ils ont mis une aérienne parce qu'ils devaient charger très fin et ils avaient plus facile de travailler quelque chose déjà des sauts prêts à l'emploi, et ainsi de suite. Voilà un peu des réalisations. Donc, on peut faire aussi des enduits intérieurs, comme on voit les réalisations. Donc, comme je vous ai dit, quand c'est un enduit qui est coloré dans la masse, ou là, vous choisissez un enduit coloré, vous allez avoir des nuances. Plus vous allez vers des couleurs claires, moins vous aurez de nuances. Plus vous allez vers des couleurs foncées, plus vous aurez des nuances. C'est ça qui est beau aussi, c'est le fait d'avoir des nuances. Voilà un peu les réalisations qu'on aura. Avec une peinture à l'argile, une peinture à la chaux, vous aurez aussi des nuances comme ça un petit peu quand on part vers des couleurs très foncées. Ça, je vous invite vraiment à aller voir dans nos magasins. Il y a chaque fois des réalisations à la chaux et ça permet de se rendre compte réellement ce que ça donne. C'est très beau, mais on a des nuances de base. Alors, est-ce que la chaux aérienne résiste-t-elle bien à l'extérieur? Oui, elle résiste. Donc, elle résiste une fois qu'elle a fait sa carbonatation. Elle est résistante, il n'y a pas de problème. Par contre, la supercalco, donc qui est la chaux de base, il faut toujours la mélanger avec des additifs. Donc, il faut la mélanger avec de la caséine et du méthyle de cellulose pour avoir quelque chose qui est fixé et qui est dur. Que par contre, la chaux en pâte de chez Pozzo, il n'y a pas besoin. Alors, dans une salle de bain, quels seraient les avantages entre le stonate et un mélange d'un chaux qu'on le réalise soi-même? Alors, en fait, si vous voulez, ces deux produits, par exemple, si vous, tantôt, quelqu'un me posait la question par rapport au stuc, je ne sais pas si c'était vous, mais est-ce qu'on peut mettre un stuc de chaux dans une douche? Donc moi, j'avais déjà demandé la question à Pozzo Novo, donc au fabricant, qui a déjà essayé. Le problème, en fait, c'est que vous avez un produit qui va être quand même fort fragile, alors, donc quand on va faire tomber des choses, quand on va venir contre les murs ou quand on va devoir... donc c'est plus fragile que le stonate. Donc, le stonate, en fait, c'est un enduit à la chaux où il y a un liant qui va être... si vous voulez, c'est une famille des stucs à la chaux où il y a un liant dedans qui va venir vraiment le solidifier et qui va faire qu'on a quelque chose de très fermé aussi au savon, au produit. Parce que le problème d'un stuc dans une douche, c'est que tout ce qui est produit calcaire, tout ce qui est produit, voilà, si vous utilisez un anti-calcaire, tout ça, ça va l'attaquer. Tout ce qui est savon et tout ça, ça va être fort fragile. Mais c'est possible de faire, par exemple, si vous prenez le cas du Tadlac, qui est un stuc à la chaux, si vous voulez, c'est un style de stuc à la chaux qui est fait en plusieurs passes, ça, on le met dans des douches. Donc au Maroc, dans des hammams, on le met. Ce qu'il y a, c'est qu'ils utilisent une eau qui est très peu calcaire et aussi ils utilisent des savons noirs pour se laver. Donc ça renourrit chaque fois les murs. Que par contre, ici, on va utiliser des produits ménagers qui vont agresser les murs, on va utiliser des shampoings et tout ça qui vont attaquer les murs.
Donc, un stuc ou un enduit à la chaux pur dans une douche, moi, honnêtement, je ne vous le conseillerais pas. Pourquoi? Parce vous allez avoir des retours négatifs. Ça veut dire que vous allez devoir fort l'entretenir avec un savon noir, vous allez devoir faire attention à ce que vous utilisez, ainsi de suite. Et donc, nous, en tant que vendeurs, on sait bien que toujours les gens nous disent oui, oui, on le fera, mais ils ne le font pas. Donc, on propose plutôt l'enduit Stonat qui va être plus facile à poser. Donc, ça veut dire que même si vous ne l'avez pas totalement lissé et qu'il est un tout petit peu rugueux, ben, c'est pas grave, l'enduit ne va pas accrocher plus les crasses et ainsi de suite. C'est un produit beaucoup plus facile de pose et qui va avoir une utilisation beaucoup plus facile et qui demande moins d'entretien. Alors, le Tadlac n'est-il pas une chaux aérienne marocaine naturellement riche en poudre de marbre? C'est pourquoi il faut rajouter de la chaux européenne de la poudre de marbre. Alors, en fait, je ne suis pas un spécialiste dans le Tadlac, hein, je vais être honnête avec vous. Par contre, le Tadlac, de ce que moi je sais, c'est peut-être pas 100% vrai, mais c'est que c'est une chaux, en fait, c'est une chaux vive, donc c'est une chaux qui cuite. La poudre de marbre, en fait, n'est pas de base dans la chaux. La poudre de marbre, c'est une poudre que vous rajoutez, qui est un sable, en fait, qui est un sable broyé, très fin, et qui est rajouté après. Donc, que vous prenez une poudre, une chaux vive, je veux dire une chaux européenne ou une chaux de Marrakech, ça ne change pas grand-chose. Rajoutant la poudre marbre que vous allez donner un aspect lustré, très fermé et un peu brillant. Donc, la poudre de marbre n'est pas de base dans la chaux aérienne. C'est un rajout qu'on fait après. Alors, doit-on mettre une couche d'accroche sur un plâtre lisse? Oui, donc si vous voulez, j'ai par exemple mon mur ici à l'arrière, qui est un mur peint simplement. Si vous voulez le plafonner à la chaux, je n'arriverai pas à mettre mon plafonnage parce que mon enduit de 2-3 mm ou même d'un centimètre, il ne tiendra pas. Donc là, il y a un accrochage à mettre. Donc c'est une genre de peinture avec un grain de sable qu'on va mettre qui va permettre à l'enduit d'adhérer sur ce support qu'il faudra mettre avant. Voilà un petit peu des autres réalisations. Donc après, ici, c'est le même cas de figure. J'ai parfois des gens qui me disent, est-ce qu'on peut faire des piscines à la chaux oui. Alors oui et non, c'est comme un peu la réponse que je vous donne dans la douche. C'est que vous regardez les piscines romaines ou les bains romains et tout ça, c'était fait à la chaux. Le problème, c'est qu'eux, ils avaient des techniques, c'est un peu comme les routes romaines, on essaie d'en refaire, mais c'est pas évident. C'était des techniques très particulières. Et donc, si vous voulez, par exemple, si je prends le cas du Tadlac, ben, c'est la succession, c'est 7 couches différentes qui vont être fermées de plus en plus et qui vont être terminées par un galet, qui vont faire que, au fur et à mesure, vous avez un enduit qui se referme de plus en plus par les couches, et à la fin, on a un produit qui est très très fermé à l'eau. Et donc là, on peut avoir quelque chose qui va résister à l'eau et qui peut même faire des piscines ou des bacs. Après, honnêtement, plus personne ne sait faire ça. Ça veut dire que une piscine à la chaux, déjà, ça coûterait une fortune. Pourquoi? Parce que il y aurait plusieurs couches comme ça successives qui devraient être fermées au galet et ainsi de suite, qui devraient être faites. Et donc ça a des coûts astronomiques et c'est un savoir-faire qui se perd. Et donc, tantôt, quand vous me demandez par rapport à la douche, comme j'en ai parlé à la formation Stonat, par exemple, le Tadlac, nous, on en commercialisait, mais quand les gens nous demandaient de le faire eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à le faire parce que c'était trop compliqué, donc on renseignait des professionnels. Et là, les professionnels, c'était plus ou moins 250 € du mètre carré à 350 € du mètre carré parce qu'il y a plusieurs passes à faire et donc c'est beaucoup de travail puis c'est fermé au galet et donc les gens nous disaient c'est fort cher et donc on préférait aller vers des enduits plus classiques. Et alors le Stonat qui est à 92% naturel, qui est de la chaux aussi mais qui a un liant qui permet d'avoir un produit plus fermé de base et qui permet d'avoir quelque chose de plus résistant et plus facile de pose. Alors, donc la chaux aérienne, on en fait des enduits très fins extérieurs, donc des enduits de 2 à 3 mm intérieurs et aussi des badigeons. Donc les badigeons, c'est des peintures à la chaux. Donc on fait par exemple des peintures à la chaux extérieures. Donc on n'est plus sur un chaulage qu'on parlait tantôt où il y avait un grain de sable où là on va camoufler fort les briques. Ici, c'est une peinture très fine qui va cacher légèrement les briques mais qui ne va pas
enlever la structure des briques. Donc, elles peuvent aller à l'extérieur. Donc, il faut savoir qu'une peinture à la chaux à l'extérieur va avoir une durée de 10 ans, 15 ans. Après, elle est toujours bonne, c'est juste qu'elle va se salir. Et donc, tous les 10, 15 ans, on conseille de repeindre une façade à la chaux. C'est juste qu'elle va salir, elle ne va pas se détériorer, elle ne va pas s'enlever ni rien, mais c'est juste que pour la beauté du produit, c'est bien de la repeindre. Voilà, à l'intérieur, on peut peindre du bois aussi avec de la chaux, donner un peu cet effet vieilli, ça c'est fait à la chaux. Parce que de nouveau, comme il y a plusieurs nuances dedans, ça donne un aspect comme ça. Comme on voit le bleu qui est ici, voilà. Voilà un peu des maisons aussi qu'on peut faire. On a différentes couleurs qui existent en peinture à la chaux, donc on peut vraiment donner ce qu'on veut. Pour, par exemple, cette couleur-ci, je reparle de Liège, parce que moi je viens de Liège, la commune de Serein qui est faite en rouge, comme ceci, c'est une peinture à la chaux de chez nous. Donc c'est le sang de bœuf qu'on appelle, donc c'est pas du sang de bœuf, mais c'est couleur sang de bœuf, qui est une couleur dans le patrimoine qui est assez connue. Et donc là, tout ce qui est bâtiment patrimoine que vous voyez en rouge, c'est une peinture à la chaux qui est utilisée. Tout ce qui est fresque en Italie ou dans les vieilles maisons, c'était à la chaux. Donc vous avez des fresques qui sont là depuis des centaines d'années, qui ne sont pas à la chaux et qui restent là avec des couleurs qui sont toujours belles. Après, parfois, elles se détériorent un peu avec le temps, mais on a des produits qui vont durer. Donc, parfois, on a des gens qui nous disent, oui, mais la chaux, est-ce que ça dure? Est-ce que c'est durable? Ben oui, regardez les maisons en Italie, où vous avez des magnifiques fresques qui sont là depuis des centaines d'années. Votre peinture acrylique qui existe seulement depuis 20 ans, ben, on n'a pas de retour là-dessus, au moins. Donc, voilà un peu Parfois, c'est ça qu'on disait, qu'on commençait, ben, c'est le liant du passé, du présent et aussi du futur. Voilà un peu des réalisations de fresques. Ici, je vois la personne qui travaille sans gants. Souvent, on a des questions qui nous disent « Oui, mais la chaux, ça brûle. » Donc, important, ce n'est que la chaux vive qui brûle. Donc, la chaux où on a éteint, où on a relevé toute l'eau, là, je reviens au début du cours, cette chaux-là, elle brûle. Donc là, on ne sait pas l'utiliser, mais elle n'est pas commercialisée. Quand la chaux a été éteinte, là, elle ne brûle pas. Donc, quand vous allez travailler avec votre enduit à la chaux ou vos peintures à la chaux, ne vous tracassez pas, ça ne va pas, vous n'allez pas les toucher, vous brûlez. Il y a juste, si vous travaillez toute la journée avec votre enduit à la chaux, que vous avez tout le temps vos mains dedans, là, au fur et à mesure, comme j'ai dit tantôt, par rapport aux insectes, je prenais le cas, ben, que ça mange un petit peu l'eau au fur et à mesure. Ben, ici, toute la journée, ben, vos mains vont commencer à être un peu attaquées par la chaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est régulièrement vous hydrater les mains, bien nettoyer vos mains ou mettre des gants pour éviter d'avoir de la chaux tout le temps la journée. Mais si vous travaillez, vous peignez votre mur, il n'y a pas de problème, ne vous tracassez pas. C'est quand on va être sur des enduits épais où là, il faut faire attention. Je rebondis là-dessus, parce qu'on a déjà eu des gens qui travaillent toute la journée avec de la chaux sans gants. Sur le moment, ils ne sentent pas beaucoup, comme c'est une réaction chimique, en fait, c'est une brûlure chimique. Fin de journée, ils sont tout brûlés, et là, c'est quand même embêtant. Ou qui travaillent avec des gros gants, style des gants, j'avais déjà eu ça une fois, des gants pour faire, pas moi, mais un de nos clients, des gants pour faire la vaisselle, donc qui sont très fermés à la vapeur d'eau. Ça veut dire que quand vous mettez ça et que vous travaillez la journée à l'intérieur, ben, c'est très humide. Et donc là, au fur et à mesure, il mettait, et il avait de la chaux qui allait parfois dedans sans faire exprès, mais voilà, il ne se rendait pas compte parce que c'était humide. Et donc l'enduit commençait à prendre, mais prenait avec l'humidité ambiante, mais aussi avec l'eau qui était sur la truc. Il enlève les gants en fin de journée, il était tout brûlé. Donc faites quand même attention à ça. Donc bien important, c'est pas une chaux vive, donc vous n'avez pas de tracas quand vous travaillez avec vos peintures et tout ça. Mais si vous travaillez toute la journée en contact avec de la chaux, nettoyez bien régulièrement vos mains, hydratez-les, ou alors mettez des gants qui sont ouverts à la vapeur d'eau, comme des gants de chantier normal. Alors, le stuc à la chaux, donc là, c'est qu'on parlait tantôt, donc c'est un enduit à la chaux, mais qui est très fermé et qui est très brillant, qui est comme ça, qui est très beau aussi. Donc ça, c'est de la chaux et de la poudre de marbre. La poudre de marbre, elle va donner vraiment cet aspect lustrant et cet aspect brillant. Après, je vous invite vraiment à aller voir sur notre site toutes les fiches techniques. Si vous allez par exemple sur Pozzonovo, vous avez toutes les fiches techniques et toute la composition de tous les produits qu'on vient de parler.
Et alors, on va terminer sur le blanc d'écurie, le blanc arboricole, le blanc de chai. Donc, c'est une peinture à la chaux, mais qui est moins chère, qui a assez bon marché, qu'on utilise énormément, qui est une chaux aérienne, donc c'est une chaux en pâte qui permet de peindre. On l'utilise énormément pour peindre des caves. Donc, ça veut dire que si vous voulez une peinture qui n'est pas très chère, qui permet de tirer un peu l'humidité de vos murs, de ne plus avoir de moisissures, comme on a vu que c'est antibactérien, anti-moisissure, vous pouvez peindre avec ça. Ça coûte les 20 litres, ça coûte 70 euros. Vous faites 100 mètres carrés en 2 couches avec, donc ça coûte pas très cher. Et ça permet vraiment d'avoir une cave respirante. Parce que souvent, on a le cas des gens qui viennent, qui nous disent j'ai une vieille peinture dans ma cave qui s'écaille. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous avez une peinture en acrylique ou autre qui a été mise sur un mur en pierre, en brique derrière, qui est un peu humide. Ben, la vapeur d'eau arrive, elle pousse cette peinture et à un moment donné, ben, quand il y a trop d'eau, paf, elle se casse et donc on a quelque chose qui s'effrite et qui s'écaille. Quand vous mettez une peinture à la chaux, de nouveau, l'eau pousse, mais elle peut passer en forme de vapeur, elle peut passer à travers et donc elle ne s'écaille pas. Ça va? Donc avec une peinture à la chaux, vous n'aurez jamais un effet d'écaillement. Donc dans le cas de figure, j'ai des clients qui viennent, qui me disent j'ai ma cave qui est peinte blanche, qui s'écaille, qu'est-ce que je dois faire? On lui dit vous brossez avec une brosse en fer pour enlever tout ce qui tombe. Et puis après, vous mettez votre peinture à la chaux en 2 couches. Soit on met le blanc d'écurie qu'on appelle, qui est un très bon marché, qui est un blanc légèrement cassé, ou vous pouvez mettre un badigeon à la chaux qui est coloré. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà un peu, bah, c'est ce que je disais, un mur de cave. Soit on le repeint simplement avec un badigeon à la chaux. Ici, on voit qu'on ne voit plus les briques, donc ils ont sûrement fait un premier enduit à la chaux NHL, une chaux hydraulique, et puis ils ont mis une peinture dessus s'ils voulaient un aspect coloré. Et alors, je termine juste pour la petite anecdote par rapport à un poulailler. Moi, j'utilise chez moi et on a donné une petite formation par un Tradel il y a 2, 3 mois sur comment fabriquer son poulailler et comment en fait assainir son poulailler à l'intérieur. C'est que si vous voulez, dans les poulaillers, moi je prends mon cas de figure, bah, vous avez parfois des poux, les poux rouges des poules, vous avez des petites baies, vous avez peut-être des champignons. Et parfois, on a des gens qui utilisent des produits chimiques pour traiter l'intérieur. Il suffit de mettre un badigeon à la chaux sur tout le poulailler, ce qui permet en fait d'empêcher d'avoir des champignons, d'empêcher d'avoir des insectes, d'avoir des poux et ainsi de suite qui se mettent dedans. Et donc simplement, on met ça coûte pas très cher, ça coûte vraiment très bon marché. Et vous mettez ça tous les 3, 4 ans, il faut le remettre parce que, comme on a dit, ben, la chaux, elle va prendre l'eau des petits insectes qui voudraient aller dedans, donc elle va les tuer. Mais une fois qu'elle a terminé sa carbonatation, elle n'a plus sa réaction, donc il faudrait remettre dessus. Donc voilà un peu les différentes cas de figure de la chaux et toutes ses utilisations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez plus de questions, j'espère que ça a bien été. Je vous avoue que c'était la première fois que je donnais la formation à la chaux en vidéoconférence, donc c'est pour ça que parfois il y avait peut-être des petits couacs ou des petites choses à reprendre. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller dans un de nos magasins Ecobati. Il y en a un peu partout, donc comme j'ai dit, 8 en Belgique et 3 en France. Si vous avez des questions que vous voulez m'adresser directement, vous pouvez m'envoyer à Kevin, donc KEVIN, @ecobati.be et je répondrai. Si vous voulez les dias d'aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous voulez toutes les fiches techniques dans un document, je peux vous les envoyer aussi. Voilà. Après, si vous voulez voir d'autres photos, vous pouvez aller voir sur notre site, sur ecobati.be, dans réalisation, on a pas mal de réalisations, ou sur Facebook aussi, on a pas mal de clients qui postent les réalisations. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, on va clôturer tout doucement. Voilà, est-ce que tout le monde est encore là? Parce que je n'ai pas de réponse.
Oui, pardon. En fait, je ne voyais plus les questions, donc je vois qu'il y a encore des questions, excusez-moi. Pour le poulailler badigeon à la chaux, oui, badigeon à la chaux, ou juste le blanc d'écurie qui coûte nettement moins cher. Je revois un peu les questions qu'il y avait eu. Alors, peut-on protéger une dalle extérieure en béton avec un badigeon, une peinture à la chaux? Une dalle, alors en sachant que l'enduit à la chaux n'a pas de résistance mécanique. Donc ça veut dire que si vous commencez à marcher régulièrement dessus, si vous voilà, c'est pas fait pour ou alors il faut faire un enduit très fin, mais de nouveau ça c'est compliqué à faire. Il y a le PDS qui existe, mais qui est très compliqué à mettre. Donc moi je vous déconseille de mettre une peinture ou un enduit sur un sol à la chaux, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que on peut mélanger un peu de... Donc, est-ce qu'on peut utiliser le chanvre en vrac simplement comme isolant? Oui, vous pouvez. Et mettre un peu de chaux pour empêcher les nuisibles d'aller dedans. Vous pouvez après, le chanvre euh, est naturellement répulsif contre les rongeurs. Donc, je pense qu'ils ne vont pas dedans. Euh, ils ne vont pas aller dedans comme par exemple dans de la paille où là, ils iraient dedans. Alors, peut-on appliquer une peinture à la chaux sur du placo? Donc, oui, vous pouvez mettre une peinture à la chaux sur une ancienne peinture, par exemple. J'ai ma pièce ici, je veux remettre une peinture sur mon ancienne. C'est possible, c'est juste qu'il faudra mettre un primaire pour être sûr que la peinture à la chaux adhère bien dessus. Attention qu'un élément important, comme j'ai dit, euh, les produits ont du mal à adhérer sur la chaux, donc ça veut dire que tout ce qui est champignons et tout ça a du mal à adhérer, a du mal à aller dessus, mais aussi les peintures. Donc quand vous avez peint à la chaux, si dans 5 ans vous voulez repeindre avec une autre peinture, il faut remettre un primaire, sinon elle n'adhérera pas sur la chaux. Alors je relis les questions parce que je viens seulement d'avoir le chat, ça avait bloqué, donc je relis un peu en arrière. Alors, j'ai une question. J'ai loupé l'information concernant le liège. Que puis-je faire? On va en reprogrammer. On va en reprogrammer sur le liège. Après, sur le liège, elle risque peut-être, elle est plus courte. On va prendre des séquences pour les mettre sur Internet. Donc là, vous les aurez. Elle sera normalement dans les mois qui vont arriver, elle sera disponible. En tout cas, merci pour toutes vos remarques par rapport au fait que le cours était intéressant. Alors, faites attention. Donc oui, il y a quelqu'un qui me pose une question. Colorant naturel pour les joints de maçonnerie. Donc faites attention que quand vous travaillez avec de la chaux, il faut des colorants compatibles avec la chaux, hein. Tous ne sont pas compatibles. Donc c'est les colorants universels. Nous, on en propose dans notre gamme. On a une vingtaine de pigments qui coûtent plus ou moins entre 7 et 20 euros. Ça dépend du kilo. Donc ils sont assez bon marché, mais il faut utiliser les bons colorants. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail à kevin, donc kevin@ecopathie.be. Voilà, je vais arrêter là. Merci en tout cas pour tout le monde et bonne fin de journée. Au revoir.